Un homme en blouse de laboratoire se tient près d'instruments de haute technologie, il ramasse le flacon dans ses mains et déclare avec ravissement qu'il a réussi. L'homme dit que désormais le système sera capable d'habiter l'hôte et que cela changera le monde entier. Le flacon contient un morceau de cristal noir. Le scientifique regarde dans le flacon, le cristal noir brille et rayonne de l'énergie autour de lui, le scientifique admire l'énorme puissance de cet objet. Une énorme explosion se produit dans une base militaire secrète en Amérique, les gens crient et ne comprennent pas ce qui se passe. En Chine, les informations indiquent que les cas d'attaques extraterrestres sont devenus plus fréquents dans le monde, cela implique des sacrifices. Les informations rapportent que la police militaire est incapable de combattre les monstres et que de nombreux habitants ont été tués dans les rues de la ville. Un jeune homme est assis dans sa chambre, il regarde les informations qui disent que les experts ont commencé à développer des contre-mesures contre l'invasion extraterrestre. Le gars est mécontent que sa nourriture soit mal préparée. Une notification arrive sur son smartphone, il s'agit du fait qu'une nouvelle section de son manga préféré est sortie. Le gars s'appelle Song Cheng, il a 22 ans et il est seul, il dit qu'il n'est pas intéressé par les extraterrestres et les univers lorsqu'un nouveau chapitre de son manga préféré sort. Le gars vit dans une pièce sale, travaille dans un métier sans issue et n'attend de la vie que des mangas. Un éclat de cristal violet brillant vole dans sa fenêtre avec un vrombissement. Le fragment se dirige vers le héros alors qu'il lit insouciant le manga. Cristal dit qu'un corps parfaitement compatible a été trouvé. Le cristal vole ensuite à l'arrière de la tête du protagoniste, il crie de peur et de surprise et laisse tomber le téléphone. Un bruit fort se fait entendre, le verre des fenêtres de la chambre du personnage principal se fissure et tombe. Un flash violet est envoyé depuis la maison du personnage principal et s'envole. Le personnage principal crie, il est complètement abasourdi et jure, ne comprenant pas ce qui lui arrive. Une notification système apparaît, indiquant que l'hôte a été entré avec succès et que le système d'interception a été activé. Le héros se tord de douleur et sa peau change et devient verte. Le système dit que le processus de renforcement de la chair a commencé. Le personnage principal crie qu'il souffre et qu'il est sur le point d'être déchiré. Finalement, l'action s'arrête, la lueur disparaît et la peau du héros redevient normale. Le héros jure et commence à perdre connaissance, il est complètement épuisé après ce qui s'est passé. Le héros ne comprend pas ce qui s'est passé, finalement, il tombe au sol et perd connaissance. L'action se déroule alors le lendemain matin, quelques heures plus tard. Le gars se lève du sol et se tient la tête, il grogne et jure à cause d'une terrible migraine. Il regarde son smartphone et se rend compte qu'il est déjà 10 heures du matin, il comprend qu'il doit se précipiter au travail. Le héros se lève brusquement du sol et vole vers le plafond, il ne comprend pas pourquoi son corps est si léger. Il se cogne la tête contre le plafond et ne comprend pas ce qui se passe. Le héros commence à se rappeler qu'hier il a fait un rêve dans lequel il s'agissait d'un système d'interception extraterrestre. Soudain, le système le contacte et lui dit qu'il va désormais accomplir la mission la plus importante, intercepter les extraterrestres à l'aide du système d'interception. Le héros pense nerveusement qu'il n'aurait pas dû regarder les informations avant de se coucher, car maintenant il rêve qu'il est devenu un super-héros. Le héros décide qu'il rêve encore et saute par la fenêtre pour essayer de nouvelles capacités. Mais il remarque immédiatement avec perplexité qu'il ne vole pas et commence à tomber. En tombant, il aperçoit un voisin qui regarde avec surprise le type qui s'envole. Le héros pense que dans son rêve il a un voisin attrayant et pense que ce n'est peut-être pas un rêve. Le héros pense avec peur qu'il pourrait mourir en s'écrasant sur l'asphalte. Le système le contacte et lui dit qu'il a été difficile de trouver un hôte compatible et qu'il ne le laissera donc pas mourir si facilement. Le héros atterrit sur l'asphalte sans dommage, il se rend compte que le système d'interception est réel et demande comment il peut sauver le monde. Le système dit qu'il doit d'abord choisir le cours qu'il recevra. Le héros demande si c'est de la triche. Un écran de sélection de classe apparaît devant le gars, il existe une classe de scientifiques, de cultivateurs, de mutants et de vampires. Le héros réfléchit à ce qu'il faut choisir parmi les options proposées et ne peut pas décider. Il les aime tous à la fois et ne peut en choisir qu'un seul. Le système commence à le pousser et lui dit que s'il ne choisit pas dans quelques secondes, il obtiendra une classe et une capacité sélectionnées au hasard. Le héros demande de ne pas lui faire pression et choisit la classe de cultivateur et une compétence appelée combat de base. Le système indique que le processus d'attribution des compétences a commencé, le héros craint d'avoir mal choisi quelque chose. Le héros remarque bien que tout cela se sent plutôt bien. Il écrase un morceau d'asphalte dans sa paume à main nue et dit que maintenant cela signifie quelque chose pour ce monde. Le gars se vante avec suffisance, mais son entourage le fuit et le considère comme n'étant pas complètement en bonne santé mentale. Le système se tourne vers le héros et lui dit que s'il ne termine pas la tâche à temps, il sera puni. Le gars est surpris qu'il y ait des punitions ici. Le système stipule que la sanction en cas d'échec de la mission en cours est un dysfonctionnement sexuel pendant 3 ans. Le héros pense que le système sait le motiver. D'autres actions ont lieu dans le centre-ville, les informations indiquent que les disparitions de filles sont devenues plus fréquentes ces derniers temps. Le journaliste se tient devant la caméra et dit qu'il y a des témoins prêts à décrire le suspect. La jeune fille s'approche des témoins oculaires et leur demande une description du criminel, il commence à parler de son apparence effrayante. Soudain, le corps d'une femme tombe à proximité, les gens autour se mettent à crier de peur.
La foule regarde le crime avec horreur et quelqu'un remarque le criminel. Au loin se tient un extraterrestre sous la forme d'un homme en tenue traditionnelle, il dit aux gens de le respecter, il tient la jeune fille dans ses bras. Il dit qu'il n'y a pas une seule fille décente sur Terre, il dit que son otage mérite de mourir et se met à rire. Le journaliste dit au caméraman de ne pas rater l'occasion de filmer le célèbre maniaque. La foule a peur du maniaque, et il court le long du mur du bâtiment et crie qu'il s'occupera d'abord de la fille, puis des autres. Au même moment, le héros saute sur les toits des maisons et court en direction de l'extraterrestre. Il voit l'interface du système. Le système indique que l'extraterrestre se trouve à 500 mètres et recommande de se concentrer sur la cible. Le héros est heureux de constater qu'après avoir acquis les compétences, il ne ressent plus de douleur dans les jambes lors de sauts énormes. Le gars s'arrête sur le balcon lorsqu'il s'aperçoit qu'il y a du monde devant lui. Le système remarque l'extraterrestre et pointe le héros vers une cible sur l'interface. Le gars voit comment l'extraterrestre attrape la fille, elle essaie de résister, le héros pense que l'extraterrestre n'a pas sa place ici. L'extraterrestre continue de s'approcher de la jeune fille, le système note qu'il s'agit d'une créature de dimension 1212 et qu'il est responsable de nombreux meurtres. Le héros constate avec stupéfaction que le nom de l'extraterrestre, Dong Manquin, est le nom d'un personnage historique. Le système répond qu'il ne s'agit pas de la même personne, puisqu'il existe des millions d'univers, le héros pense que s'il est filmé, son identité sera révélée. Il attrape le masque qui était accroché sur le balcon à côté de lui. Le héros continue de sauter sur les toits et dit que les super-héros doivent garder leur identité secrète. Le héros crie à l'extraterrestre de laisser la jeune fille tranquille, l'extraterrestre demande qui il est. Un héros portant un masque se tient avec confiance sur le toit d'une maison et dit sévèrement à l'extraterrestre de laisser partir la fille. Le gars menace le criminel, dit qu'il a fini et le traite de chien. L'extraterrestre ne comprend pas d'où vient le personnage principal, le gars n'arrête pas de lui dire de laisser partir la fille. Le méchant repousse la fille et dit qu'il s'occupera d'elle après avoir traité avec le personnage principal. Il sort avec confiance une épée de son fourreau et commence à menacer le personnage principal. Le gars lui crie d'attendre et pense qu'il n'a pas remarqué son épée. Le méchant crie que personne ne l'attendra et attaque avec la technique de l'épée éclair. Le gars esquive l'attaque, il pense qu'il sera bientôt vaincu et demande au système de trouver quelque chose. Le système dit au héros de ne pas paniquer, car dans 10 secondes il créera une arme, une masse sombre commence à se former dans sa main. Le héros commence à fuir l'ennemi et il le poursuit, le gars pense que grâce à ses capacités, il peut anticiper les attaques de son adversaire. L'extraterrestre brandit son épée et dit que le héros n'est qu'une autre victime de sa lame. Il commence à attaquer, le héros n'a nulle part où courir, il est au bord du toit. Un fort impact se fait entendre et l'extraterrestre est éloigné du héros. Le gars se tient dans une pose confiante, dans sa main se trouve une énorme lance, le système indique qu'une arme a été créée et que la capacité de frapper avec une lance a été obtenue. L'ennemi pense sérieusement que le héros n'est pas si simple, puisqu'il a pu retirer l'arme des airs. Le héros saute et commence à attaquer avec une lance, en utilisant de nouvelles compétences. Le héros effectue plusieurs coups de lance sur l'ennemi tout en étant en l'air. Les gens ci-dessous filment ce qui se passe devant les caméras et commentent que le héros est un maître des arts martiaux. Le héros se plaint de ne pas pouvoir vaincre un extraterrestre d'un rang aussi bas, le système lui dit d'utiliser des attaques imprévisibles. Le héros attaque l'ennemi et il dit qu'il ne pouvait pas le surprendre avec une technique aussi simple. L'extraterrestre contre-attaque en tranchant le héros avec son épée. Le héros pense que l'ennemi est tombé dans le piège. Il utilise ses deux compétences en même temps et effectue un coup rapide, faisant tourner la lance autour de son axe. Il réussit à porter un coup puissant aux côtés de l'adversaire. Il s'envole dans la direction opposée et heurte le béton avec un bruit fort. L'extraterrestre est surpris par la force du héros, il crache du sang et invite le gars à se séparer du monde. Le héros dit que s'il peut partir, il retrouvera les filles, il acquiert une nouvelle technique de lance et des swings. L'extraterrestre est surpris lorsqu'il voit que cette technique a été perdue depuis longtemps et réfléchit à ce qu'il peut faire pour la contrer. Il exécute la technique de la Golden Cup, qui crée une barrière de force jaune transparente autour de lui. Le héros vole facilement vers l'ennemi avec une lance. Le héros frappe la barrière de force ennemie avec une lance. Lorsqu'une collision se produit, des étincelles apparaissent et un son fort se fait entendre. Sous le coup du héros, la barrière de l'ennemi se brise et son épée se brise en fragments, le coup de lance frappe l'extraterrestre. Le héros lance sa lance et envoie avec force son adversaire voler, il jure. L'extraterrestre vole dans le toit et le béton se fissure sous la force de l'impact. Le héros pousse un soupir de soulagement et atterrit au sol. Il dit qu'il veut cacher la lance pendant un moment et elle disparaît dans sa main avec un flux d'énergie violette. L'extraterrestre est inconscient et ne bouge pas, le héros pense qu'il l'a traité cruellement, mais le méchant le méritait. Soudain, son corps disparaît et plusieurs objets reposent à sa place, le héros pense avoir reçu un cadeau. Il y a une liasse de billets et une amulette de jade, le héros est surpris par la somme d'argent. Dès que le gars s'approche d'eux, l'argent disparaît sans laisser de traces, le héros en est surpris, mais le système dit que 200 000 ont été ajoutés à son compte bancaire. Le héros ramasse l'amulette et se demande si elle en vaut la peine et envisage de demander à son ami. La fille qui a été kidnappée par l'extraterrestre reprend enfin ses esprits et dit au gars qu'il est un véritable héros.
Elle le remercie et serre le héros dans ses bras, le faisant presque tomber au sol. Le héros est gêné car c'est le premier câlin d'une fille de sa vie, il dit modestement qu'il n'y a rien de spécial à cela. Le système dit que la police approche et qu'il doit partir, puisque l'existence des pouvoirs doit rester secrète. Le héros est mécontent de devoir arrêter l'étreinte, il dit à la fille qu'elle est désormais en sécurité. La jeune fille est fascinée par le héros et est sûre qu'ils se reverront. Le héros s'enfuit et la jeune fille regrette de ne pas avoir mis les lentilles et de ne pas pouvoir voir le visage du héros. Elle est sûre qu'il était attirant, une escouade de police se précipite sur le toit et commence à boucler la zone. La police donne une couverture à la jeune fille, lui demande si tout va bien et dit que le maire l'attend. Elle descend et le maire, qui s'avère être son père, court vers elle, inquiet de ce qui s'est passé. La jeune fille dit à son père qu'il est obligé de récompenser généreusement son sauveur, et le maire est d'accord. Une dame s'approche d'eux, leur montre son insigne et dit qu'elle vient du bureau de renseignement. Elle a 23 ans et son nom est Zhao Ling. Elle dit que même si le maniaque a commis plusieurs meurtres, le type à la lance est désormais également un meurtrier. Elle déclare que les forces de l'ordre ne tolèrent pas le lynchage perpétré par des civils et s'en va. Le système indique au héros qu'il a réussi la tâche et parle de la récompense. Ses caractéristiques ont augmenté et un mouvement supplémentaire a été ajouté. Le héros regarde l'arbre d'amélioration dans l'interface système, son niveau actuel est celui d'un combattant de 3e ordre. Le héros dit avec satisfaction qu'il est un grand garçon, puisqu'il a pu mener une telle bataille sans recevoir une égratignure. Il appelle une connaissance nommée Chan et lui propose de le rencontrer, il dit qu'il a besoin d'aide, il regarde l'amulette. Ensuite, le héros conduit une voiture, son interlocuteur lui parle du maître de la lance, mais le héros feint l'ignorance. Il dit que désormais tout le monde ne parle que de lui. Il dit que cet homme est un artiste martial et lui dit de regarder la vidéo de lui. Le héros prend un smartphone et constate que la vidéo a déjà reçu de nombreuses vues en peu de temps. Le héros regarde la vidéo avec contentement, il pense que le titre de maître de lance ne sonne pas très bien, mais il aime sa nouvelle réputation de super-héros. Ils arrivent au marché d'antiquités et entrent à l'intérieur. La vendeuse salue l'ami du protagoniste, qui s'appelle Chang Yangwei, il est le fils d'un riche promoteur et ami du héros depuis l'enfance. La fille dit qu'il y a eu un nouvel arrivant récemment et demande si elle veut vérifier. Le héros sort l'amulette et demande s'il accepte les bijoux. La jeune fille prend une loupe et commence à examiner l'objet. Elle décrit l'amulette comme un objet ancien de la dynastie Tang et note qu'elle est faite d'un matériau rare et comporte des gravures élaborées. La jeune fille dit qu'il est préférable de vendre de tels objets aux enchères, car le profit sera ainsi plus important. Un vieil homme apparaît qui dit que s'il vend ici, il est prêt à payer immédiatement 15 millions. La vendeuse explique avec mécontentement au vieil homme pourquoi il interfère avec le travail d'un petit magasin s'il est un grand collectionneur d'antiquités. Le vieil homme dit que la semaine dernière, une telle chose a été vendue pour 15 millions et qu'il ne veut pas que les clients soient trompés. La jeune fille dit qu'elle offre 16 millions de yuan pour l'amulette. Elle regarde le personnage principal sous l'éventail et lui demande s'il accepte ce prix. Il pense qu'il ne pensait même pas que cette chose en valait la peine et accepte le prix proposé. Le héros et son ami se disent au revoir et quittent le magasin d'antiquités. La vendeuse demande au vieil homme s'il a été trop prompt à citer un prix aussi élevé. Il répond qu'un tel bijou est en réalité beaucoup plus cher et que sa valeur réelle est 10 fois supérieure. La jeune fille saisit le visage du vieil homme et lui demande avec enthousiasme si le prix de la chose est réellement de 160 millions de yuan. Le personnage principal reçoit une notification sur son téléphone indiquant que 16 millions ont été crédités sur son compte bancaire. Le héros dit joyeusement que jusqu'à récemment, il ne croyait pas que le vieil homme possédait de telles sommes. Chan dit qu'il savait qu'il ne serait pas dupe. Chan demande si le héros a réfléchi à son offre maintenant qu'il a l'argent. Le héros hoche la tête et dit qu'il fera tout. Après cela, le héros arrive dans un immense immeuble de bureaux. Le héros s'avance et pense qu'avant, il venait ici à contre-séhur, mais maintenant rien ne peut le contrarier. La fille au comptoir le traite de perdant et lui dit que s'il ne travaille pas pendant quelques jours, le gérant l'écorchera. Un gars entre dans le bureau les mains dans les poches et entend un homme lui crier dessus. L'homme crie et dit qu'il n'a pas pu le joindre au téléphone. Le héros répond que son téléphone est cassé et qu'il vient d'en acheter un nouveau. L'homme dit que le héros trouve aussi des excuses, il se tourne vers le reste des employés et dit que seuls les perdants font cela. Le reste des ouvriers regarde le héros et se moque de lui. Le manager crie qu'il peut facilement trouver un remplaçant à un employé aussi paresseux et stupide. Le héros pense que le manager n'aurait pas pu obtenir le poste sans les liens familiaux. L'homme continue de crier que le héros va être condamné à une amende et que la prochaine fois il sera licencié. Le héros pense que le reste des employés est prêt à se moquer des autres, mais dès qu'il faut faire quelque chose, il se calme immédiatement. Le héros imagine ses employés comme des canards, il ne peut se retenir et se met à rire. Le manager est encore plus en colère parce que le héros s'est mis à rire. Le téléphone du héros sonne et il dit qu'il répondra à l'appel, il attrape le visage du manager en lui couvrant la bouche. Le héros prend un smartphone et salue le gros homme Chan. Chan lui dit au téléphone qu'il a déjà acheté une villa et une Jeep, comme le gars l'a demandé, il dit au héros de descendre. Les employés sont surpris et ne croient pas que le héros possède désormais une villa et une Jeep. Un klaxon de voiture se fait entendre, la fille regarde par la fenêtre et dit qu'il y a vraiment un gros homme debout à côté de la Jeep.
Les employés baissent les yeux et discutent du prix de la voiture au moins 5 millions et font attention à son nouveau téléphone. Les employés ne comprennent pas ce qui est arrivé au héros et d'où il tire son argent. Le héros dit au manager qu'il voulait lui dire quelque chose. Le manager répond qu'il s'inquiétait simplement pour le héros, puisqu'il n'avait pas répondu au téléphone. Le héros dit que désormais il n'aura plus à s'inquiéter puisqu'il démissionne de l'entreprise et commence à partir. L'employé s'occupe de lui avec fascination et pense qu'elle n'avait jamais remarqué qu'il était beau. Après cela, des événements ont lieu au sein du Central Intelligence Bureau. Là, la jeune fille dit qu'il soupçonne que le maître des lances pourrait également être un extraterrestre. Elle dit que le maître des lances n'a pas commis d'autres crimes. L'un des employés dit de manière accusatrice que la fille essaie de le renvoyer et que le maître des lances doit être capturé, peu importe qui il est. La jeune fille salue et accepte. Alors que tout le monde quitte la salle de réunion, elle regarde l'écran avec un enregistrement de la précédente attaque extraterrestre. Elle se demande comment le héros a pu vaincre un extraterrestre aussi puissant. Elle se demandait qui il était et par où commencer à le chercher. Après cela, les événements se déroulent le soir, dans une rue bondée de la ville. Chan et le personnage principal sont assis à une table et mangent joyeusement du kebab. Chan dit qu'il ne sait pas ce qui est arrivé à ce gars, mais il est heureux de son succès. Le héros dit qu'il est lui-même heureux et qu'il pourra enfin soigner Chan après tant d'années. Chan invite le héros à proposer à son ancien amour, puisqu'il est devenu riche, le héros est gêné et ne sait pas s'il doit le faire. Il se souvient de la fille et se demande si elle l'attend toujours. Ses souvenirs sont interrompus par une notification système indiquant qu'un nouvel extraterrestre de type Beastman a été repéré. Le héros se lève d'un bond et demande à haute voix si l'homme bête est vraiment à Shanghai en ce moment. Son ami, inquiet, lui demande s'il a trop bu. Ensuite, les événements ont lieu à Shanghai, dans un hôtel cher doté d'un immense aquarium. Là, l'un des visiteurs dit que c'est un grand honneur pour eux que le président assiste au sommet. La jeune fille demande quels sont les projets du président aujourd'hui et il répond que, malheureusement, il a une réunion pour discuter des plans d'investissement. La jeune fille répond que s'il veut parler d'autre chose que d'investissement, elle sera dans sa chambre. Pendant ce temps, un certain mouvement est visible dans l'aquarium. Dans l'aquarium, une immense silhouette de monstre marin apparaît derrière les invités sans méfiance. L'action se déroule la nuit, un homme entre dans une flaque d'eau et il y a une éclaboussure d'eau. Le nettoyeur se plaint que l'eau a été changée pour la dernière fois il y a longtemps, il y a une immense étendue d'eau autour. Il se demande où sont passés tous les poissons de l'étang. Il jette de la nourriture à l'eau et s'étonne que personne ne vienne manger. Avec un clapotis, la nourriture commence à couler lentement dans l'eau. Le concierge n'a pas le temps de réagir quand soudain un tentacule s'enroule autour de son cou. Il crie alors qu'il est entraîné dans les profondeurs par une créature inconnue. Il se noie et s'étouffe, immobilisé par le tentacule. Les clients de l'hôtel sont visibles devant l'aquarium. Une musique calme joue dans la salle, les gens communiquent entre eux dans une atmosphère détendue. Le nettoyeur frappe sur la vitre et crie, demandant le salut, mais personne ne l'entend. La créature l'attire vers lui et finalement il se tait. Pendant ce temps, le personnage principal grimpait jusqu'à la tour, le point culminant de la ville. Le gars dit au système qu'il pensait que le système pourrait facilement déterminer l'emplacement de l'extraterrestre. Le système dit que ce monstre est inhabituel et qu'il ouvre ses œufs dans le corps des victimes, il est donc difficile à trouver. Le système dit que pour le trouver, vous devez traiter beaucoup de données. Le héros se plaint qu'il devra combattre tous les gens avec des œufs de monstre. Le système désapprouve que ses compétences ne lui aient pas été données pour lui donner l'impression d'être un super-héros. Le système indique qu'il doit détruire tous les porteurs de parasites de la station pour arrêter la propagation. Le héros dit qu'il veut cette fois faire la stratégie lui-même. Il pense qu'il doit y avoir un moyen plus simple de résoudre ce problème, il appelle la police. Le gars dit à l'opérateur qu'il y a un extraterrestre dans la ville qui propage des parasites, la police décide que c'est une farce. Le héros crie que cela est vrai, que de tous les infectés émergeront de nouveaux monstres et que le nombre de infectés a déjà atteint la centaine. Le héros entend des bips lorsque la police raccroche. Le caméraman se plaint que les écoliers inventent des bêtises. Le commandant Zhao se présente au poste de police, elle est la bienvenue. Le caméraman remarque à quel point elle est belle et la regarde avec fascination. Pendant ce temps, la police affirme maîtriser la situation des étrangers. Au même moment, le personnage principal se dirige vers l'aéroport de la ville dans sa nouvelle Jeep. Le système lui donne des informations sur la première personne infectée, un scientifique américain. Le héros demande s'il faut les tuer. Le système dit qu'après l'infection, ils ne sont plus humains et que la douceur du héros peut conduire au désastre. Le héros saisit nerveusement le volant, mais ne répond pas. À l'aéroport, les amis de l'homme lui disent au revoir, il s'agit de la personne infectée indiquée par le système. Il dit au revoir aux filles et commence à s'éloigner d'elles. Soudain, il s'arrête net. Son visage commence à changer, l'homme est perplexe et ne comprend pas ce qui lui arrive. Il se met à crier et à cracher un liquide vert par sa bouche. Les gens à proximité ont peur et commencent à s'enfuir en panique. Quelqu'un suggère d'appeler une ambulance. Le héros pense nerveusement que si l'homme est déchiré, il sera trop tard. La jeune fille crie à l'homme infecté de ne pas s'approcher d'elle. Le héros saute avec une lance vers l'infecté pendant qu'il demande de l'aide. Le héros frappe l'homme à la poitrine et celui-ci commence à s'effondrer au sol avec un grand craquement.
La jeune fille, sous le choc, demande si l'homme est mort, il repose au sol, immobile. Le système dit que le transporteur a été tué, et il en reste maintenant 5 autres. Le héros n'aime pas avoir dû tuer un homme. Le public remarque qu'il s'agit du maître de la lance. Il commence à raconter comment le maître des lances a tué un homme et commence à appeler la police. Le héros saute par la fenêtre et brise la vitre, les gens le voient s'enfuir. Le quartier général du bureau de renseignement rapporte que le maître des lances a déjà tué 3 civils. La fille se met en colère et dit qu'il pensait qu'il faisait profil bas, mais en fait il est allé dans une autre ville. Elle frappe du poing sur la table avec irritation. Elle dit à l'équipe de reconnaissance de rechercher le maître de lance sur les caméras de surveillance. Il salue, elle dit aux autres de la suivre et se dirige vers la porte. Le nouveau dit que le maître des lances a commis une série de meurtres brutaux et qu'il est désormais recherché. Il y a un débat furieux en ligne sur le fait que le Spear Master n'est pas le héros qu'on pensait être. Le héros s'enfuit de la police dans une ruelle avec une lanterne, il soupire de soulagement. Il dit qu'il a finalement réussi à échapper à la police, mais le système annonce 2 mauvaises nouvelles pour lui. Elle explique que le héros sur Internet est désormais traité de maniaque avec une lance. Le héros est bouleversé et dit qu'il n'a enfreint aucune règle auparavant, mais qu'il figure désormais sur la liste fédérale des personnes recherchées pour une série de meurtres. Le héros paie la location du vélo depuis son téléphone, le système demande pourquoi il en a besoin. Le système dit qu'il ne connaît pas encore la deuxième nouvelle, et le héros demande de quoi il s'agit. Le système répond qu'il reste moins d'1 heure avant le prochain semis de parasites. D'autres actions ont lieu à l'hôtel, un jeune homme embrasse une fille. La fille dit qu'il est impudent aujourd'hui et il commence à l'embrasser, la fille lui dit d'arrêter. Il demande ce qui lui arrive lorsqu'il voit le changement sur son visage. Elle répond qu'elle ne se sent pas bien et son visage commence à devenir vert et à changer. Le gars panique et repousse la fille loin de lui. Elle tombe et demande de l'aide, des éclaboussures de liquide vert sont visibles autour. La jeune fille crie alors qu'une lance la transperce. Le personnage principal retire la lance de son corps. Le héros demande pardon, le gars à côté de lui se met à crier pour qu'il ne s'approche pas de lui. Le héros se précipite vers le gars et lui dit qu'il doit mourir aussi. Il veut frapper, mais quelqu'un l'attaque d'un coup de pied. Il s'avère que c'est le commandant qui l'empêche de bouger. Le héros regarde avec surprise la fille apparue de manière inattendue. Elle et plusieurs autres policiers pointent leurs pistolets sur le héros, la jeune fille demande à abandonner. Le héros est entouré de plusieurs policiers qui pointent leurs armes sur lui. Le héros réfléchit sombrement à ce qu'il doit faire, car si le transporteur reste en vie, il tuera tous les policiers. Il décide qu'il n'a pas le temps d'y penser et se précipite résolument sur l'ennemi avec une lance. La police déclare le feu et commence à tirer sur le personnage principal. Le héros court vers l'homme infecté sous le feu de la police. Le héros voit les balles de la police voler sur lui et jure. Il commence à faire tourner sa lance à grande vitesse et renvoie les projectiles volants sur lui. Cependant, il manque quelques balles qui touchent son côté. Il s'agenouille et émet des bruits de douleur. La police déclare un cessez-le-feu car l'agresseur a été blessé. Le système indique que son corps est renforcé et que sa régénération est accélérée, mais les balles peuvent toujours le blesser. Le héros se plaint de douleurs intenses. Le commandant court vers lui et lève la jambe pour frapper. Elle lui crie de mettre ses mains derrière la tête. Le héros remarque qu'elle a une vitesse d'impact énorme et se demande de quelle technique elle dispose. La fille lui donne un coup de pied, mais le héros repousse son coup. Soudain, ils entendent tous deux un grand rugissement. La jeune fille regarde avec surprise la direction d'où il vient. Le gars regarde aussi là-bas et pense avec mécontentement qu'ils ont terminé le jeu. Là, le type infecté se rompt et un liquide vert commence à sortir de lui. Un appendice monstrueux jaillit de son torse, le gars crie fort. Avec un sifflement, un monstre sort du corps de la victime. La police jure sous le choc et le monstre apparaît pleinement à la surface. Le héros déclare qu'un nouveau monstre est né devant eux et leur dit de céder la place. La jeune fille regarde le monstre avec surprise. Le monstre se met soudain à courir avec un fort sifflement. Il saute sur l'un des policiers alors qu'elle crie. Il attaque la fille et l'attaque avec succès. Le commandant dit avec confiance qu'une partie de l'équipe devrait attaquer l'extraterrestre et que le reste devrait protéger les habitants. La police commence à tirer sur le monstre, de nombreux coups de feu se font entendre. Les cartouches tombent avec fracas au sol, sans causer de dégâts au monstre. La police crie que les balles ne l'ont pas blessé. Les tirs n'ont fait qu'irriter la créature, et elle a commencé à siffler agressivement envers ses adversaires. Il se met à crier et se jette à nouveau vers la prochaine victime. Le monstre mord le policier alors qu'il recule, effrayé. Le héros pense que tout va mal pour eux, même s'il n'y a pas de balles pour le monstre nouveau-né. Le monstre saute d'un policier à l'autre et les mord. Le héros pense qu'il doit avoir un point faible. Le commandant dit aux autres de se disperser et se précipite à l'attaque. Il y a un clic de son talon et une lame cachée apparaît. Elle fait un saut et un saut périlleux dans les airs au-dessus du champ de bataille. En contrebas, la police tente en vain de faire quelque chose pour s'opposer au monstre. Elle s'abat violemment sur le monstre et le blesse avec sa lame talonnée. Le monstre hurle de douleur, un liquide vert s'écoule de sa blessure. Ce liquide se retrouve sur l'uniforme de la jeune fille et elle jure. Elle se rend compte que le sang de la créature peut corroder les vêtements et qu'une partie du tissu a déjà été corrodée. Le monstre rugit et saute sur la jeune fille, se préparant à frapper.
Le héros dit avec mécontentement que maintenant elle a définitivement mis le monstre en colère et se précipite pour attaquer. Il attrape la jeune fille et esquive le coup du monstre. Le héros pense qu'il comprend désormais où est son point faible. Le héros crie après la créature et lui dit pathétiquement de goûter à sa lance. Il effectue un large mouvement, attaquant le monstre avec sa lance. La frappe frappe l'adversaire et réussit à le couper, le tuant d'un seul coup. Le héros pense que sa lance est plus efficace que les balles. Le commandant regarde le corps du monstre et demande de quel genre de monstre il s'agit et qui étaient toutes les victimes du protagoniste. Il répond qu'ils portaient tous en eux les œufs de ces créatures. Le commandant pense qu'il n'est pas un tueur de civils. Elle pense que si elle ne l'avait pas quitté, la police aurait survécu. Le héros dit à la jeune fille qu'il recommande d'appeler des renforts, car il reste des porteuses et leur utérus dans l'hôtel. Il se dirige vers l'hôtel et lui dit de dire à tout le monde que les monstres ont un point faible à l'arrière de la tête. Le commandant demande par radio à toutes les unités d'arrêter de chasser le maître de lance et demande des renforts. On lui dit que des renforts sont déjà en route pour elle. Des renforts arrivent et 2 hélicoptères volent vers elle. Un symbole d'étoile dorée est visible sur les hélicoptères. La jeune fille remarque avec surprise qu'il s'agit d'un détachement qui relève directement du général. Au même moment, le héros entre dans l'hôtel et les résidents commencent à s'enfuir en panique. Les filles disent avec peur qu'un maniaque armé d'une lance est venu ici pour tuer. Le système a remarqué 6 personnes infectées et les a marquées comme héros. Le héros pense qu'il est désolé, mais il devra le faire. Les villageois s'enfuient et le héros attaque l'un d'eux avec sa lance. Des cris de douleur et des appels à la pitié se font entendre de partout. Le héros a tué plusieurs personnes et s'est dirigé vers l'ascenseur. Les survivants le soignent avec peur. Il se tient dans l'ascenseur et le système dit qu'il n'était pas aussi pathétique qu'elle le pensait. Le héros dit que le système ne devrait pas hésiter à le féliciter. Il ajoute qu'il s'attend à une belle récompense pour avoir accompli cette tâche. Le système dit que s'il échouait à cette tâche, il souffrirait de calvitie. Le héros décide qu'il doit se ressaisir pour éviter cela. Le système indique que des porteurs ont été trouvés à plusieurs étages, avec lesquels il doit s'occuper puis travailler sur l'utérus. Des corps sans vie flottent dans un immense aquarium. Dans les profondeurs, on peut apercevoir la silhouette d'un énorme monstre marin doté de tentacules. Il y avait encore du monde dans le hall devant l'aquarium. Le monstre dit que ses enfants veulent manger et s'approche du verre. Les invités remarquent qu'il y a un monstre dans l'eau et se mettent à crier de panique. Le monstre frappe le verre avec sa griffe, un réseau de fissures commence à s'y propager. Les invités crient que le verre va se fissurer et que le monstre va percer. Le monstre donne encore plusieurs coups sur la vitre, la brisant à plusieurs endroits. Les invités crient que le verre ne tiendra pas et commencent à s'enfuir en panique. Le verre finit par se briser, inondant la pièce, les gens dans l'eau paniquent et appellent à l'aide. Sous l'eau, les tentacules se dirigent vers les victimes paniquées. Le monstre attaque les habitants qui tombent à l'eau et les tue. L'eau s'écoule par les portes et commence à inonder le couloir dans lequel les gens courent. Les tentacules commencent à s'agripper et à se tirer dans l'eau. Le personnage principal court à l'autre bout du couloir. Il pense qu'il y a une salle de banquet devant lui et s'y dirige. Il entre dans le sang de quelqu'un et s'arrête lorsqu'il le remarque. Il regarde autour de lui et voit des cadavres dispersés. Il est sous le choc de ce qu'il voit. Un monstre apparaît à côté de lui, tenant dans ses bras une fille qui implore la mort. Le monstre est énorme et possède de nombreux tentacules. Ça siffle fort. Le héros comprend qu'il s'agit du ventre des monstres. Le système identifie la reine comme une créature de la dimension du chaos et lui attribue un niveau de danger de C. Le héros pense que son tour est enfin venu et attend que le monstre attaque. Au lieu d'attaquer, l'utérus se détourne du héros. Le héros s'indigne et lui dit de ne pas l'ignorer. Le héros dit que dans ce cas, il fera le premier pas, il fait plusieurs sauts de mur et se dirige vers le monstre. Il brandit sa lance et se prépare à attaquer l'ennemi. Il lui demande si elle a faim et attaque furieusement le monstre avec sa lance. Il frappe d'un coup la tête du monstre, il y a un fort bruit d'impact. Mais le coup ne cause aucun dommage au monstre, puisque la lance du protagoniste ne peut pas percer sa peau. Le héros jure avec mécontentement lorsqu'il constate que ses attaques sont inefficaces, il se demande de quoi est faite la tête du monstre. Soudain, la reine commence à balancer sa patte griffue pour frapper le héros. Elle frappe le gars et frappe le héros, le faisant s'envoler. Le héros regarde la blessure qu'il a reçue et voit comment le sang y apparaît progressivement après la coupure. Le héros tombe au sol avec un bruit sourd et s'envole dans un tas de meubles. Le monstre ouvre sa gueule pleine de dents et commence à siffler agressivement contre le personnage principal. En colère, le monstre commence à tout détruire avec ses coups, les meubles volent dans tous les sens, le héros pense que ses enfants étaient fragiles par rapport au ventre lui-même. Le héros tient la main sur la blessure de son corps, le système indique que l'attaque du monstre était empoisonnée, il lui faudra donc au moins une demi-heure pour récupérer. Le héros constate avec mécontentement qu'il ne peut pas tenir aussi longtemps, car dans une demi-heure elle pourra propager de nouveaux parasites. Un hélicoptère apparaît dans le ciel. Le héros le regarde et pense que des renforts sont probablement arrivés. Le héros décide de gagner du temps et d'attirer le monstre au 3e étage. Il se met à courir et le monstre tente de le frapper avec ses tentacules. Le héros recule et réussit à échapper à l'attaque des tentacules du monstre, qui a failli le toucher. Il saute au 3e étage et dit qu'il peut facilement s'éloigner du monstre. Il court sur le toit de l'hôtel et s'y arrête brusquement. De son côté, il entend l'ordre de ne pas bouger.
Il se retourne pour voir qui parle. Une escouade de policiers se tient devant lui, ils disent au héros de baisser son arme et de pointer ses pistolets sur lui. Le héros dit qu'il n'est pas leur ennemi, mais il n'écoute pas et lui ordonne à nouveau de baisser son arme. Le héros jure et se rend compte qu'il n'a pas le temps d'expliquer quoi que ce soit, puisque l'utérus est déjà derrière lui. Un tentacule apparaît derrière le héros et celui-ci lève sa lance pour attaquer, il dit à la police de tirer. Les policiers crient et commencent à tirer sur le héros lorsqu'ils le voient lever sa lance. Les balles commencent à voler vers le personnage principal, mais il parvient à réagir. Le héros s'appuie sur sa lance et saute, derrière lui, une reine monstrueuse rampe sur le toit. Les balles destinées au personnage principal ont touché le monstre, mais rebondissent sur la peau dure. La police a peur, elle ne comprend pas ce qu'est cette créature. Le héros pense que c'est sa chance d'attaquer l'ennemi. Tandis que la reine est distraite par une volée d'obus, le héros se jette sur elle avec une lance. Il frappe l'un des nombreux yeux de la créature, choisissant de blesser le cerveau par les orbites. Son coup atteint la cible et le sang vert du monstre jaillit de la blessure. Il émet un cri déchirant qui peut être entendu à des centaines de mètres à la ronde. Le héros ne comprend pas pourquoi l'ennemi est toujours en vie s'il a été touché au cerveau par un coup de lance. Le héros pense avec irritation qu'il est déjà à court de force à cause de la blessure empoisonnée. La police prépare une volée de lance-grenades, il vise le monstre et se prépare à tirer. Le héros pense que les lance-grenades sont une bonne option, même si un char serait préférable. Il pense que les tireurs ne se soucient pas de savoir si l'explosion touchera le héros. La police commence à tirer et le héros décide qu'il doit sortir de la zone touchée par le lance-grenade, il saute de la tête du monstre. Les obus touchent la cible et il y a une énorme explosion avec un bruit assourdissant. Le héros regarde la zone d'explosion, où coulent des nuages de fumée, il ne voit rien à cause de la fumée. Le policier ordonne aux autres de cesser le feu et de rester vigilants. Soudain, des tentacules jaillissent de l'écran de fumée et se dirigent vers la police. Ils commencent à crier alors que les tentacules les saisissent et les enveloppent. La tête d'un monstre apparaît dans la fumée et siffle bruyamment à la police. Le monstre met l'un des policiers dans sa bouche et dit qu'il est très savoureux, sa victime crie. Le héros jure et commence à se déplacer rapidement vers l'ennemi. Il repousse les policiers pour qu'ils se précipitent et les protège des attaques de tentacules. Il commence à attaquer rapidement et à renvoyer de nombreuses attaques de tentacules contre la police. Mais d'autres tentacules s'abattent sur la police, le héros pense qu'il ne peut pas s'en sortir seul, car il existe de nombreux tentacules. Le bruit d'un hélicoptère et un appel à la retraite se font entendre, un autre policier leur crie qu'ils doivent maintenir leur position car l'hélicoptère est arrivé avec des renforts. Pendant ce temps, le monstre détruit un à un les fantassins sans défense. Le commandant est dans l'hélicoptère, elle surveille le champ de bataille d'en haut. Le héros la remarque et prend connaissance de son arrivée. L'hélicoptère commence à tirer des mitrailleuses sur le monstre. Les balles touchent l'ennemi et certaines causent des dégâts en transperçant la peau, l'hélicoptère continue de tirer et le monstre siffle et se met en colère. Le héros demande au système pourquoi l'utérus a commencé à regarder l'hélicoptère et se demande si elle a des problèmes d'intelligence. Le système répond que pour un monstre, il est très intelligent et que même pour un humain, il n'est pas stupide. Le héros demande quand commencera la prochaine propagation du parasite, et le système répond dans 5 minutes. Le héros jure intensément et crie à la police de retirer l'hélicoptère d'ici. La reine commence à marcher vers l'hélicoptère, chaque pas laissant des fissures dans le béton sous elle. Le héros crie qu'elle veut s'enfuir en hélicoptère, la reine saute du toit vers l'hélicoptère. Il reçoit un coup violent du commandant de l'hélicoptère. Elle entend une autre forte détonation et regarde le tableau de bord. La reine en l'air tient l'hélicoptère avec ses pattes et s'accroche en l'air. Le héros pense que si elle commence à donner naissance à des parasites juste au-dessus de la ville sera finie. L'hélicoptère commence à perdre le contrôle à cause du poids énorme de l'utérus. Le héros pense que c'est la dernière chance de l'arrêter et saute résolument en direction du monstre. Il commence à voler vers le monstre et l'hélicoptère. En volant, il voit la reine enrouler ses tentacules autour de son propre ventre. Le héros est surpris de voir cela, plusieurs tentacules sont envoyés en avant pour attaquer le héros. Le héros repousse l'attaque et se demande pourquoi elle n'attaque pas avec tous les tentacules d'un coup. Il se rend compte que son ventre est son point faible et se dirige dans cette direction. Le héros exécute la technique consistant à frapper le dragon d'émeraude sur le ventre de l'utérus et à lui percer la peau. La lance transperce profondément la chair du monstre, le faisant crier fort. Le monstre hurle, mais n'arrête pas de retenir l'hélicoptère, des jets de sang jaillissent de lui. L'hélicoptère perd l'équilibre et heurte un bâtiment avec ses pales d'hélice. La police surveille la situation sans comprendre ce qui s'y passe. L'hélicoptère s'écrase contre le mur et il y a une énorme explosion avec un bruit assourdissant. Il y a une fille dans l'hôtel qui gémit doucement sur son lit. Elle pleure et enregistre une vidéo dans laquelle elle dit qu'elle est dans un hôtel avec un maniaque armé d'une lance qui a déjà tué de nombreuses personnes et dit qu'elle ne sait pas si elle vivra jusqu'au matin. Elle demande à ses amis de lui donner plus de likes et dit que c'est peut-être sa dernière demande dans la vie. Elle entend une explosion devant sa fenêtre et prend peur, elle demande ce que c'était. Soudain, la fenêtre se brise sous un coup de lance et le héros entre avec une fille dans ses bras. Il dit au système de ranger la lance et dépose doucement le commandant Jao. La fille qui était dans la pièce se cache, elle reconnaît le héros comme un maniaque armé d'une lance. Elle ne comprend pas pourquoi il est arrivé ici avec une fille dans les bras, mais elle a très peur.
Le héros demande à Zhao Ling comment elle va, mais ne reçoit aucune réponse. La jeune fille qui se cache a peur de se faire entendre et se couvre la bouche avec sa main. Le héros dit qu'il ne peut pas la ramener à la conscience et demande au système comment il évaluera son état de santé. Le système indique que la jeune fille a été grièvement blessée et qu'elle n'a aucune chance de se rétablir complètement. Le héros demande si rien ne peut être fait. Le système dit qu'il peut être aidé par des pilules miracles, que le héros peut recevoir pour avoir accompli la tâche avec l'utérus. Le héros demande si elle peut être sauvée avec des pilules. Le système répond qu'ils la sauveront, mais note qu'il s'agit d'un objet très rare et qu'il serait plus rentable de les garder pour eux. Le héros s'énerve et dit au système de les remettre rapidement pour sauver la fille. Pour avoir accompli la tâche, le système offre une récompense sous forme d'argent d'un montant de 10 millions, ainsi qu'une nouvelle compétence. Sa lance s'améliore également et devient une lance du diable, cela change d'apparence. Le héros triomphe et son nouveau niveau est appelé maître de second ordre. Dans la vraie vie, sans l'interface système, le héros a l'air stupide, il s'assoit et fait des commentaires enthousiastes. Voyant cela, la jeune fille décide qu'il est un psychopathe complètement désemparé. Le héros sélectionne une pilule miracle dans l'interface, elle apparaît dans sa main. Ses mains commencent à émettre une lueur verte et la pilule apparaît au-dessus de lui. La jeune fille ne comprend pas ce qu'il fait et suppose que c'est de la sorcellerie. Elle décide que cela doit être capturé et sort son téléphone pour filmer ce qui se passe. Le héros pointe la pilule lumineuse vers Zhao Ling, inconscient. L'énergie verte commence à être absorbée par le corps de la fille avec un bourdonnement. Le héros la regarde et pense que la pilule a fonctionné. La fille commence à respirer régulièrement et le héros a décidé que maintenant tout irait bien pour elle. Le héros dit qu'il la guérit et espère qu'elle n'essaiera plus de le tuer. Une fille filme tout cela et des commentaires sur le maître de la lance arrivent sur son stream. Le héros saute alors par la vitre brisée et disparaît. Pendant le vol, il pense que désormais il a perdu le sentiment que quelqu'un l'observe. Un incendie brûle près du lieu de l'accident d'hélicoptère, avec des civils et des pompiers qui courent partout. Un pompier crie aux gens d'évacuer rapidement. La police éloigne les gens du lieu de l'accident, tout le monde s'enfuit de là. Le héros observe de loin ce qui se passe près du lieu du crash de l'hélicoptère. Il pense qu'étant donné la force de l'explosion, désormais tout le monde le considérera comme mort. Le système indique qu'il lui faudra 2 semaines pour récupérer complètement et lui conseille de trouver un endroit où personne ne le dérangera. Le gars dit que sa nouvelle villa conviendra à cela et quitte le champ de bataille. Le lendemain, le héros conduit une Jeep dans le prestigieux secteur privé de la ville. À l'entrée, un agent de sécurité l'accueille alors qu'il passe. Le héros pense avec joie qu'il ne pouvait même pas imaginer qu'il pourrait un jour vivre dans un endroit aussi luxueux. Le héros se tient devant sa propre villa et l'admire, c'est un immense bâtiment au style architectural moderne. Le héros entre dans le salon et dit que le gros Chan n'a pas déçu en choisissant une maison, et que ce n'est pas une maison, mais un véritable rêve devenu réalité. Le héros examine l'intérieur de la maison, tout y est neuf et pétille de propreté. Le héros examine les fenêtres et les lustres de la maison et admire leur qualité. Il s'allonge sur le canapé et ne sait plus quoi faire maintenant. Le héros pense qu'il ne se sent pas chez lui ici, car tout ici est trop idéal. Il prend la télécommande et décide de remplir le vide de la maison avec le son de la télé. La télévision diffuse les informations, il parle de ce qui s'est passé à l'hôtel, parle du grand nombre de victimes et déclare qu'une enquête est toujours en cours pour clarifier les détails. Le héros marmonne avec mécontentement que personne ne parle de la façon dont il a vaincu le monstre et dit que les journalistes ne surveillent pas la situation d'assez près. Le héros regarde le plafond et pense à quel point il est fatigué après tout ce qui s'est passé. Il regarde passivement le plafond et ne fait rien. Petit à petit, il commence à s'endormir, les yeux fermés. Les bruits de pas de toute une foule de personnes se font entendre. On frappe fort et à plusieurs reprises à la porte de la villa du protagoniste. Le héros se réveille et ne sait pas qui a décidé de venir vers lui. Les coups à la porte ne s'arrêtent pas. Il se dirige vers la porte et dit qu'il est sur le point de l'ouvrir. Derrière la porte, quelqu'un le traite de maniaque avec une lance et lui demande s'il est chez lui. Beaucoup de gens franchissent la porte, il lui demande s'il a gagné sa villa en tuant des gens. Le héros tient la porte contre la foule et répond qu'il s'agissait de monstres et non de personnes. Sa fenêtre se brise et quelque chose entre. Cet objet tombe au sol avec un bruit sourd. Il s'avère que c'est une tête humaine effrayante, elle parle au héros et lui demande pourquoi il a fait cela. Le héros prend peur et regarde la tête. Le chef dit qu'il avait une famille et des enfants et qu'il l'a tué. Le héros, désespéré, dit que c'était pour le bien des gens et pour les sauver. Il entend un autre coup à une autre fenêtre. La reine monstre qu'il a tué y apparaît. Les gens commencent à le traiter de meurtrier à l'unisson. Les gens commencent à sortir de sa porte et disent que c'est un meurtrier. Des dizaines de mains se tendent vers lui, on dit au héros qu'il doit payer pour ce qu'il a fait. Le héros, paniqué, crie aux gens autour de lui de ne pas s'approcher de lui, mais il continue de lui tendre la main. Le héros hurle tandis qu'un tourbillon de bras l'engloutit entièrement. C'est alors seulement qu'il se réveille, toujours sur son canapé dans la villa. Il saute du canapé quand il dit que c'était un cauchemar. Il pousse un soupir de soulagement, réalisant que ce n'était pas réel. À ce moment, une notification arrive sur son téléphone. Le héros prend son smartphone en main et lit le message qu'il a reçu. Là, il discute par correspondance de la prochaine réunion des anciens élèves. Le héros sourit,
même s'il considère les participants à la correspondance comme des personnes peu intelligentes. Le héros se lève et décide que puisqu'il a maintenant des vacances, il peut rentrer chez lui un moment. Il écrit dans une correspondance qu'il viendra à la réunion des anciens, personne n'en est particulièrement content, le héros pense qu'il n'en a vu aucun depuis longtemps. Le héros se souvient de l'une des filles, Zhang Yixiao, et se demande si elle viendra à la réunion des anciens élèves. Le héros se rend au village dans sa Jeep et fredonne insouciamment une chanson en cours de route. Le système dit qu'il n'a ni l'oreille musicale ni la voix, donc son chant ne fait que le tourmenter. Le héros répond qu'il est de bonne humeur et qu'il a hâte de voir enfin Zhang Yixiao. Il dit au système qu'il doit de toute façon panser ses blessures. Le système dit qu'il a deux options, un gentil ami d'école et un commandant strict. Le héros s'indigne et demande pourquoi le commandant, qu'il n'a vu qu'une seule fois, viendrait. Le système rit malicieusement. Au bureau de renseignement, Zhang Ling demande si elle est sûre de vouloir retourner au travail si rapidement après avoir été blessée. Elle répond qu'elle va bien. Elle pense qu'elle ne se souvient pas de ce qui s'est passé. Le commandant se souvient de la façon dont elle a perdu le contrôle de l'hélicoptère. Elle se souvient alors de l'explosion, mais ne se souvient de rien de spécifique. Elle trouve étrange qu'après tout cela, elle n'ait pas eu une égratignure. Le commandant demande quel genre de vidéo son subordonné voulait lui montrer. Il remet une tablette avec une vidéo. La vidéo montre une lumière verte circulant autour du héros. La jeune fille en est surprise. Elle lit les commentaires qui soutiennent le maître de lance et comprend pourquoi son corps n'a subi aucun dommage. Elle pense avec satisfaction au fait qu'il l'a sauvée, et pas seulement elle, mais tout le monde en général. On lui demande s'il vaut la peine de bloquer la diffusion de cette vidéo sur Internet. Elle répond que ce n'est pas nécessaire et qu'il n'y a pas lieu de censurer la discussion sur ce sujet. Sa pupille dit nerveusement que cela est contraire aux ordres du général. La fille lui dit strictement de suivre l'ordre et elle en assume toutes les conséquences. Il accepte et part. La fille est de bonne humeur. Il s'avère qu'elle et le maître des lances sont du même côté. Le héros descend de sa Jeep et pense qu'il va enfin voir la jeune fille. Il porte des vêtements et du parfum coûteux. Le système demande pourquoi il s'est habillé ainsi et s'il se prépare à proposer à la fille. Le héros s'indigne et dit que cela n'a aucun sens. À l'entrée de l'immeuble, un jeune homme l'appelle. Il tend la main au héros et l'appelle par son nom. C'est Ning Shen. Il demande au héros comment il va. Le héros s'approche d'une connaissance, qui s'avère être un ancien chef, et lui dit qu'il ressemble toujours à un air. Il dit qu'il est un simple enseignant dans le village et remarque que le héros a déjà réussi à s'acheter une voiture. Le héros est gêné lorsque le chef le félicite. Le gars est escorté vers l'avant. Le chef dit qu'ils l'ont déjà attendu. Il salue d'anciennes connaissances qui lui demandent s'il se souvient encore d'elle. Le héros regarde autour de lui dans la pièce. Il parcourt la visite à la recherche de Zhang Yixiao. Une de ses connaissances lui demande qui il cherche, mais ajoute aussitôt qu'il sait qui il cherche. Le héros demande si Zhang Yixiao est déjà venue. Le chef dit qu'il est peu probable qu'elle apparaisse aujourd'hui. Elle est au courant des retrouvailles, mais elle a été très occupée ces derniers temps. Le héros s'énerve, mais essaie de ne pas le montrer. Puis un autre ami se tourne vers lui. Il dit qu'il n'a rien à voir avec Zhao Yixiao et qu'il devrait l'oublier. C'est Kun Kui. Il dit que le personnage principal n'est pas digne d'elle et qu'elle était la fille la plus attirante de la classe. Le héros pense qu'il déteste ce type. Il se souvient que tout au long de ses années d'école, il avait harcelé Zhao Yixiao, mais en vain. Le héros s'approche agressivement de l'intimidateur. Les choses se dirigent vers un combat, et ceux qui les entourent le comprennent. Le chef se tient entre les deux gars et dit qu'ils sont en vacances et que Kun Kui ne gâche pas l'ambiance. Il écarte le directeur et lui dit qu'il a ses propres comptes à régler avec l'école, puisque celle-ci occupe son terrain. Le héros se met en colère et dit sévèrement à Kun Kui de laisser le chef derrière lui. Kun Kui attrape le héros par le col et lui dit de ne pas intervenir s'il ne veut pas l'obtenir. Il se moque des vêtements du gars et pense qu'ils sont très bon marché. Le héros sourit et ne répond pas. Il frappe l'intimidateur au menton pour que la cigarette s'envole de sa bouche. Sous la force du coup, Kun Kui s'envole à plusieurs mètres et tombe au sol avec un bruit fort. Son entourage a été surpris lorsqu'il a vu comment le héros a traité l'intimidateur. Les gens dans la pièce voisine essaient de comprendre ce qui s'est passé entre eux. Au même moment, le grincement des portes qui s'ouvrent se fait entendre. Les gens remarquent que quelqu'un est arrivé. Une fille entre dans la pièce, enjambant avec confiance l'intimidateur qui avait été jeté au sol. Il s'avère qu'il s'agit de Zhang Yixiao, le vieil amour du protagoniste. Le héros rougit, est gêné et regarde la jeune fille. Kun Kui, allongé sur le sol, lui dit de faire attention au héros, car c'est comme si le diable l'avait possédé. La fille dit que Kun Kui l'a probablement intimidé. Le héros s'approche avec hésitation de la jeune fille et la salue maladroitement. Les gens autour regardent ce qui se passe. La fille répond au salut et demande comment va le héros. Le cœur du héros se met à battre plus vite. Elle regarde le gars et dit qu'il n'a pas changé du tout. Il continue de rougir. Il répond que Zhao Yixiao reste le même. Le héros pense que tout s'est arrêté pour lui. En arrière-plan, les gens discutent entre eux. Le héros n'entend ni les conversations ni le bruit des lunettes. Pour le reste de la soirée, il n'a regardé que Zhao Yixiao et n'a pas prêté attention au reste. Ensuite, l'action se déroule de nuit, à proximité du village dans lequel se trouve le personnage principal. Au cimetière voisin, quelque chose commence à se produire.
Une énergie fantomatique bleue commence à émaner du sol près du cercueil avec un léger bourdonnement. Soudain, une main humaine jaillit du sol de la tombe. Il s'avère qu'il s'agit de l'extraterrestre Xiaoqian. La créature semble être une fille en tenue traditionnelle, des lumières magiques dansent. L'extraterrestre regarde le village au loin et commence à marcher dans cette direction. La jeune fille arrive dans la maison où la lumière est toujours allumée. Dans la fenêtre, elle voit un gars qui regarde le téléphone, il ne la remarque pas. Le gars boit de la bière et regarde joyeusement des vidéos obscènes, des voix se font entendre depuis son téléphone. La porte de sa chambre s'ouvre un peu, mais le gars ne s'en aperçoit pas. L'ombre d'une extraterrestre apparaît sur le sol de sa chambre. Le gars demande qui elle est. Elle répond qu'elle est perdue et demande si elle peut passer la nuit avec lui. Il rougit et accepte volontiers la jeune fille chez lui. Elle s'assoit sur son lit et dit qu'il est temps pour eux d'aller se coucher. Le gars regarde avec amour la fille extraterrestre. Le gars pense qu'il a une chance incroyable et commence à s'approcher de la fille. Il dit qu'il sera doux avec elle. Elle s'allonge, sourit au gars et l'appelle jeune maître. Elle pense que tous les hommes sont vraiment pareils. Soudain, le cri d'un homme se fait entendre alors que l'extraterrestre change de forme et l'attaque. Les gens commencent à se disperser après la réunion des camarades de classe. Ils sont déjà un peu ivres, certains suggèrent d'aller ailleurs. Le héros est surpris que tant de monde soit venu et que tout le monde se soit bien amusé. Le chef est d'accord avec lui. Le personnage principal, Zhang Yixiao, et le chef se tiennent côte à côte. Un silence gênant s'installa entre eux. Le chef dit qu'il transfère la fille sous la responsabilité du héros et qu'il est temps pour lui de courir vers le bus. Le héros demande s'il a besoin d'un tour. Le chef refuse et dit qu'il y arrivera lui-même. Il s'enfuit rapidement du couple. Le héros regarde Zhang Yixiao et elle le regarde. Ils ne disent rien et sont gênés. Ils commencent à rougir, incapables de se dire quoi que ce soit. Le héros invite maladroitement la jeune fille à y aller et elle accepte tout aussi maladroitement. Le chef marche dans la rue et se croit jaloux de ce couple. Il regarde la voiture du personnage principal qui s'éloigne et réfléchit au moment où il pourra retrouver son âme sœur. Il décide qu'il rêve beaucoup, puisqu'il est un simple enseignant rural, sans maison ni voiture, il décide de rentrer chez lui et de commencer à préparer ses cours. Soudain, une fille s'effondre au sol devant lui, ce qui fait un peu peur au chef. Il demande avec inquiétude ce qui ne va pas chez elle tandis que la jeune fille lui tend la main. Cette fille regarde le gars avec pitié et lui demande de l'aide. En réalité, c'est une extraterrestre. Pendant ce temps, le héros et Zhao Yixiao arrivent chez Yixiao. La jeune fille dit qu'elle est surprise que le personnage principal, après tant d'années, se souvienne de l'endroit où elle habite. Le héros se souvient de la façon dont il l'attendait autrefois à la maison tous les jours avant l'école. Il se souvient même de son numéro de téléphone personnel, mais il n'a jamais osé le composer. Il remarque que la jeune fille utilise toujours le porte-clés qu'il lui a donné. Ils commencent tous les deux à parler en même temps et s'interrompent. La fille lui dit d'être le premier à dire ce qu'il voulait. Le personnage principal secoue le visage de la jeune fille, ce qui la rend encore plus embarrassée et s'adresse à elle par son nom. Il dit avec confiance qu'il l'aime bien et qu'il veut être avec elle. La jeune fille sourit et rougit, elle attend un baiser du personnage principal. Il se penche pour embrasser Zhang Yixiao, mais le système intervient soudainement et a un message pour lui. Le héros ignore le système et celui-ci s'envole hors de la voiture. Le système dit qu'il reviendra plus tard car la notification n'est pas trop urgente. La fille extraterrestre et le chef entrent dans son appartement, il s'excuse du fait que tout soit très modeste avec lui. La fille dit qu'il est déjà tard et lui suggère d'aller se coucher déjà. Le chef lui dit de s'allonger sur le lit et il fera son lit par terre. La jeune fille est surprise car elle s'attendait à quelque chose de différent de la part de l'homme. Elle pense avec mécontentement qu'ils sont déjà dans sa chambre, et que le type se comporte comme un saint. Tous deux se couchent, la fille sur le lit, le chef par terre. Lorsque le chef s'endort, l'extraterrestre se réveille et décide qu'il est temps, ses yeux brillent de façon menaçante. Des griffes longues et pointues poussent sur ses mains. La jeune fille s'approche du chef et décide qu'il doit lui aspirer toute sa force vitale, elle lui tend les griffes. Soudain, le gars se retourne et commence à parler dans son sommeil, s'adressant aux étudiants. La fille a peur et retourne se coucher. Elle ment et réfléchit à la raison pour laquelle elle avait peur, le chef s'est réveillé du bruit. Il commence à s'approcher de la jeune fille qui fait semblant de dormir. Elle pense qu'il montre enfin sa véritable personnalité lorsqu'il lui tend la main. Mais au lieu de cela, il couvre la fille avec une couverture et lui dit qu'il fait froid aujourd'hui. Il dit qu'elle est pauvre et qu'elle a de la douleur dans les yeux. La fille ne comprend pas ce qui ne va pas chez ce type. Ses yeux commencent à se fermer et elle s'endort progressivement. Finalement, tous deux dorment sans bouger dans la même pièce. Dans un rêve, la jeune fille se souvient que sa mère lui avait dit que si un homme et une femme dormaient dans la même pièce, des enfants apparaîtraient. Elle voit les enfants discuter avec surprise du fait que leur professeur a enfin trouvé une petite amie. La jeune fille se retourne, essayant de comprendre qui parle, et se rend compte que ce n'était pas un rêve. Elle crie et s'éloigne des enfants, les enfants crient aussi quand ils la voient. Un professeur entre dans la salle, arrivé en courant au son des cris, il demande ce qui se passe. Il crie pourquoi les enfants ne sont pas en classe et ils sortent en courant de la salle. Il s'excuse et explique timidement à la jeune fille qu'il se trouve dans les locaux d'une école rurale et qu'il est le seul professeur ici. Il dit que le petit déjeuner est sur la table et qu'il reviendra après les cours.
la jeune fille est perplexe. Il se tourne vers les enfants et dit qu'il doit apparemment leur donner plus de devoirs, la fille s'occupe de lui. Elle se demande à quoi ressemble l'école primaire et ne comprend pas pourquoi ils sont habillés si étrangement. Un peu plus tard, l'enseignant pense qu'une fille apparue de nulle part s'est organiquement jointe à son travail avec les enfants. Elle jouait avec les enfants et les divertissait de toutes les manières possibles, et l'aidait également à leur apprendre. Elle s'est révélée très innocente et inexpérimentée, ce qui a surpris le professeur. Il devait expliquer à la jeune fille des choses basiques et bien connues. Elle ne méprisait pas l'enseignant en raison de sa situation financière, contrairement à la plupart des filles. Lorsqu'elle jouait de la flûte, il lui semblait qu'il la connaissait comme un membre de la famille, même si la jeune fille ne parlait jamais de son propre passé. Un peu plus tard, le professeur est venu avec du thé au lait, qu'il voulait offrir à la fille, il pense qu'elle sera heureuse comme une enfant. Alors qu'il s'approche de la maison, il aperçoit une ambulance et une foule de personnes rassemblées. Là, la femme déclare à la police qu'elle n'a reçu aucune information de l'homme et a décidé de lui rendre visite, après quoi elle l'a trouvé dans cet état. On croit que l'homme est mort le 8 au soir, c'est difficile à croire, puisque son corps était déjà desséché, certains le comparent à l'action des morts vivants. L'enseignant commence à réfléchir et à se souvenir de la soirée du 8e. Il commence à penser que c'est le soir même où il a rencontré la jeune fille. Il regarde le corps enveloppé et flétri près de l'ambulance. La main séchée d'un cadavre est visible sous le tissu. Le professeur est choqué, il n'arrive pas à croire au résultat évident de la comparaison des dates. Sous le choc, il laisse tomber son verre de thé au lait et celui-ci se répand sur l'asphalte. Ning, ne comprenant toujours pas ce qui se passait, décide de se retirer pendant que les médecins transportaient le corps blessé dans l'ambulance. La police a alors tenté de découvrir ce qui se passait. Nina se rend compte que ce n'est pas une simple coïncidence, le gars commence à soupçonner que la fille qu'il a amenée à l'école est un mauvais esprit qui a tué une personne. Ning se dépêche de rentrer chez lui pour parler avec la fille. À ce moment-là, derrière la maison, quelqu'un commence à appeler le type. Il y a une foule de gars debout près de l'entrée de l'école locale, ils ont déjà marqué les murs avec de la peinture pour la démolition, un gars avec un homme âgé à sa tête a fait signe à Nina de parler. Ning Shen ne comprenait pas pourquoi Kong Kui et le président voulaient le voir. Le type avec un plâtre au cou décide, moqueur, d'avertir Nina que demain il envisage de commencer les travaux sur le chantier de l'école et qu'il permettra que tout soit démoli. Ning, voyant comment un gars continue de peindre les murs, demande à nouveau avec indignation. Ning prend Kun par les épaules et crie en demandant au gars de reprendre ses esprits, car c'est une école pour enfants. Kun soulève Nina par la chemise avec un léger mouvement de la main, il dit qu'il ne se soucie pas de l'opinion du gars et lui demande de quitter la zone. Avec un sourire menaçant, le gars ajoute que sinon il l'enterrera vivant avec tous les enfants de cette école. Kun abaisse le gars et le tient, Ning décide de demander au président de reprendre ses esprits, car c'est le seul endroit où les enfants issus de familles pauvres peuvent étudier. Le président au visage sombre rappelle à Ning que demain la construction d'un sanatorium commencera sur ce site et que l'opinion du gars n'a pas non plus d'importance pour lui. Le président s'éloigne lentement, Ning essaie une fois de plus d'attirer l'attention de l'homme, Kun essaie à ce moment-là de taquiner le gars en ajoutant qu'il connaît la fille dans la maison de Nina. En léchant Kun, il se rapproche de Ning et laisse clairement entendre qu'il réfléchira s'il donne la fille pour la nuit. Encore une fois, moqueur, il termine la phrase en disant qu'il pensera à quitter les toilettes extérieures. Ning est dans un état de stupeur. Le gars serre les poings dans son impuissance et sa colère, mais il n'ose pas répondre à Kun. Alors que la nuit approche, Ning rentre chez lui, il demande à la jeune fille de ne pas avoir peur de ce qui se passe. Assis sur le lit et tenant la main de la fille, le gars avec un sourire demande à rester temporairement avec Zhang Yixiao, et dès qu'il aura résolu tous les problèmes, il l'emmènera immédiatement. La jeune fille regarde Nina, ne comprenant pas pourquoi le mec décide de la laisser tranquille. Ning essaie d'expliquer la raison à Xiao Qian. Mais la jeune fille, sans écouter la fin, baisse la tête, elle précise que la raison est sa tromperie. Ning regarde la fille d'un air interrogateur. Le gars devine à peu près que Xiao est le monstre qui a tué l'homme. La jeune fille, à travers ses larmes, essaie d'expliquer qu'elle n'est pas vraiment une personne et qu'elle doit aspirer la force vitale des hommes. Se couvrant le visage et essuyant ses larmes, elle ajoute que c'est sa grand-mère qui l'a forcée à faire cela. Après tout, dès son enfance, Xiao a appris que si elle ne tuait pas, elle se tuerait elle-même. Ning essuie doucement les larmes des yeux de Xiao, il demande à la fille de se calmer, car il la comprend. Se tenant la main, la jeune fille demande à lui pardonner et à ne pas la chasser de la maison. Ning continue de consoler la jeune fille en disant qu'il ne lui en veut pas. Ning, avec un visage sérieux, demande à la jeune fille de partir, car sa maison deviendra bientôt dangereuse. En tenant la fille par les épaules et en se rapprochant beaucoup plus, le gars demande à le croire et à bouger temporairement jusqu'à ce qu'il résolve tous les problèmes. La fille pleure à nouveau, Xiao demande à écouter sa seule demande. La jeune fille sourit à travers ses larmes, elle demande à devenir la fiancée de Nina. Après tout, elle est prête à attendre un homme toute sa vie. Ning accepte en souriant la demande de la fille, lui-même aimait Xiao. La fille embrasse le gars, Ning ajoute qu'ils étaient d'accord sur ce point. On frappa plusieurs fois à la porte, Yixiao se lève de sa chaise et décide de se diriger vers la porte.
Xiao se tenait devant la porte, regardant le sol avec confusion. Xiao dit avec un sourire qu'elle attendait la fille, l'invitant à venir dans son appartement. Après avoir fermé la porte derrière Xiao, Xiao décide immédiatement de demander où se trouve son frère Ningchen, ce à quoi la fille rapporte que le gars a des affaires et ne peut pas encore venir les voir. En détournant le regard, Xiao ajoute que Ning n'est pas réellement son frère, mais son fiancé. Xiao pose ses mains sur les épaules de Xiao avec un sourire, disant qu'elle a tout de suite compris. Ouvrant la porte de la pièce voisine, Xiao invite la jeune fille à se coucher tôt et à aller en ville demain pour se détendre. Xiao regarde autour de la pièce en ce moment. Xiao, voyant le ciel nocturne, Ningchen lui manque, elle ne s'inquiétait que pour lui pour le moment. La journée suivante commença avec Sun agitant activement son balai. Il a appelé cette technique la technique secrète de la lance du diable. À ce moment-là, la femme continue de faire sécher ses vêtements. En arrière-plan, Sun continue de balancer le balai. Il pensait que cette méthode lui permettrait de conserver sa forme. Levant un balai au-dessus de sa tête, le gars a annoncé avec joie qu'Internet l'attendait bientôt pour revenir, car il ne pouvait pas décevoir ses fans. Les pensées du gars étaient fixées sur autre chose. Sun sort lentement le téléphone de sa poche. En rougissant, le gars regarde la photo avec la nouvelle fille. Sun ne pourrait pas être plus heureux d'avoir enfin pu commencer à sortir avec son amour. Une femme prend un petit masque de chat dans un panier de vêtements mouillés. La mère de Sun pense que de telles choses sont la raison pour laquelle son fils n'a toujours pas de petit ami. Sun prend avec colère son masque de chat de ses mains, lui disant de ne pas toucher à ses affaires. La femme lui remet calmement son masque. Sun montre le téléphone à sa mère, ajoutant qu'il est depuis longtemps très apprécié des filles. La femme resta perplexe. Le gars décide de compter sur ses doigts quelle fille l'apprécie déjà en tant que personne, mais Sun ne se souvient que de 2 filles. La femme, après avoir regardé les photos de la jeune fille, est devenue embarrassée et a immédiatement demandé à la ramener chez elle. La mère de Sun envisageait déjà de l'épouser l'année prochaine. Le gars ne comprenait pas très bien de quelle deuxième fille parlait sa mère, car sur la photo, il n'y avait que lui et Xiao. Le gars tourne le téléphone pour voir par lui-même. Il y avait une photo sur le téléphone de Xiao et Xiao. Ils ont posté une photo d'eux mangeant une glace ensemble. Sun décide de s'assurer qu'il montre la bonne photo. Il appelle la petite amie de Xiao Ning. Le système décide d'ajouter qu'il a oublié de lui signaler un point important. Après s'être rapproché de l'oreille du gars, le système explique que Xiao n'est pas une fille ordinaire, mais en fait un extraterrestre. Sun fut choqué par cette nouvelle. En entendant cela, la femme caresse la tête de son fils. Elle ne comprend pas de quoi parlent les extraterrestres. Sun, le téléphone du gars reçoit un appel. Se déplaçant sur le côté, Sun décroche le téléphone. Avec un visage sérieux, il demande si la fille va bien, ce à quoi Xiao répond que tout va bien. La jeune fille, se trouvant au centre-ville, essaie toujours de retrouver Xiao des yeux. Elle explique à Sun qu'elle a perdu Xiao et qu'elle ne peut pas joindre Ning. Sun, supposant que cela pourrait devenir un problème, se met soudainement à courir. Il assure à Xiao de ne pas s'inquiéter car il le retrouvera. Sautant dans sa voiture, il prévient simultanément sa mère qu'il part pour affaires. Assis au volant, Sun avait une mer de pensées. Il s'est assuré que Ning était responsable et ne permettrait pas qu'une telle chose se produise. Il y avait déjà plusieurs forces spéciales à proximité de l'école, machines de démolition de bâtiments. Kun, criant après ses subordonnés, explique que cette location lui a coûté cher. Se posait en même temps la question de savoir qui va payer pour tout cela. Les ouvriers ne savaient que dire. Les ouvriers ont essayé de dire quelque chose à Kun. L'un des gars a ajouté qu'il y avait encore une personne dans le bâtiment et qu'il ne pouvait pas démolir l'école. L'un des ouvriers, pointant du doigt l'adolescent, suggère que cette personne a déjà quitté le bâtiment et qu'on peut procéder à la démolition de l'école. Un adolescent debout à côté des enfants a essayé de calmer tout le monde, car il espérait que leur professeur Ning résoudrait ce problème et qu'il pourrait commencer les cours ailleurs. Avec l'école en arrière-plan, l'adolescent ajoute que son professeur est déjà en train de finir de récupérer toutes les fournitures scolaires et qu'il peut étudier n'importe où. La fille qui se tenait à proximité pleurait à cause de ce qui se passait. À cette époque, Ning était toujours à l'intérieur de l'école. Il finissait de rassembler toutes ses affaires en les mettant dans son grand sac à dos. Ning, regardant autour de la pièce, essaya de se souvenir de ce qu'il avait peut-être oublié. Il lui restait encore plusieurs livres sur la table. Ning remarque qu'il reste des marqueurs sur la table voisine. Il décide de les prendre aussi. L'un des ouvriers demande à Kun de vérifier à nouveau la présence de personnes dans le bâtiment, puis de commencer enfin les travaux. Kun a été indigné et a ensuite commencé à monter sur le bulldozer, se préparant à démolir le bâtiment. L'ouvrier demande une dernière fois à Kun de s'arrêter. Le gars n'obéit pas et commence alors lentement à se diriger vers l'école. Arrivé à une distance assez proche, il balance la louche vers la fenêtre à travers laquelle on pouvait voir Nain. Le gars était déjà en train de sortir de l'école. Mais Kun ne remarque pas le gars, alors il brise la fenêtre de toutes ses forces. Les fragments volent vers Nain, provoquant la rupture des lunettes du gars. Un coup violent a été entendu et le bâtiment s'est rapidement effondré. Les enfants font attention à l'énorme morceau de poussière. Les enfants, réalisant ce qui s'est passé,
commencent à appeler leur professeur, beaucoup d'entre eux pleurent. La poussière commence à se dissiper et une main d'homme apparaît sous les décombres, tenant un sac de crayons de couleur, l'ensemble du bâtiment s'est complètement effondré. Deux femmes à l'extérieur de la ville regardent la fumée s'élever dans le ciel, l'une des femmes décide de demander ce qui s'est passé là-bas, ce à quoi elle a reçu une réponse concernant la démolition de l'ancienne école. Xiao se tient debout sur un pilier au centre du village, le visage très en colère. Les femmes ont continué à discuter de la démolition de l'école, elles ne comprenaient pas où étudieraient les enfants issus de familles pauvres. Xiao s'éloigne brusquement du pilier et se dirige rapidement vers l'école. Les femmes avec des sacs sur le dos en ont été très surprises, ils n'ont pas immédiatement compris ce qui s'était passé. Le pilier se brise sous une telle force et tombe au sol, les femmes criaient de peur. Xiao, qui avançait déjà sur les toits des maisons, continuait de se diriger vers l'école, elle avait un mauvais pressentiment. La pelle se trouvait toujours à proximité de la partie brisée du bâtiment, le toit et une partie du mur ont glissé, laissant un énorme trou au milieu de l'école. L'adolescent et les enfants étaient assis à côté de leur professeur nain, ils pleuraient d'une telle perte. Ning était immobile, il y avait de nombreuses égratignures et des lunettes cassées sur son visage. Les enfants ont essayé de lui remonter le moral en lui disant qu'il commencerait certainement à faire tous les devoirs assignés. Le président en colère s'écarta, il a contacté Kun pour lui demander comment résoudre un tel problème, le gars était nerveux et ne savait pas quoi faire, l'employé a ajouté qu'un grand nombre de personnes étaient déjà au courant. Kun, continuant à être nerveux, se mord le doigt, il réfléchissait à la manière d'étouffer cet incident. En regardant l'un des ouvriers, une idée lui vient à l'esprit sur la manière de résoudre ce problème, l'homme regarda Kun d'un air interrogateur. Kun jette l'ouvrier au sol de toutes ses forces en lui donnant des coups de pied, le gars le traite de meurtrier, continuant à blâmer l'homme, il estime que c'est lui qui n'a pas suivi les mesures de précaution, c'est pourquoi tout cela s'est produit. Se penchant sur l'ouvrier avec un sourire malicieux, il décide de lui donner une chance, laissant entendre qu'il a le temps de se débarrasser du cadavre et qu'ensuite ils ne témoigneront pas contre lui. L'homme regarda Kun avec peur, il ne comprenait pas quoi faire dans cette situation. Agenouillé devant Kun, il crie grâce, car il ne voulait pas aller en prison. En inclinant la tête devant les chaussures de Kun, il ajoute qu'il est une personne honnête et qu'il n'est pas capable de faire une telle chose. Kun, le visage fatigué, se tourne vers le contremaître de l'ouvrier et lui demande de lui expliquer exactement comment cela se fait. Le contremaître regarde les enfants qui pleurent avec un sourire, il fait silencieusement signe à Kun de s'éloigner. Les adolescents et les enfants étaient indignés que leur professeur ait été emmené par des inconnus. À ce moment, Xiao apparaît, elle pose sa main sur l'épaule de l'adolescente en lui demandant d'emmener tous les enfants. D'une démarche plutôt imposante, Xiao se dirige vers la foule d'ouvriers, ses cheveux étaient bouclés dans un flot de colère accumulée. Au même moment, une jambe de femme en talons apparaît d'une voiture bleue. C'était Yixiao, elle courait vers l'école, la jeune fille se demandait si quelque chose comme ça pouvait arriver à l'école. L'un des ouvriers tend la main devant la jeune fille, il prévient la jeune fille qu'en ce moment des travaux de construction sont en cours à la demande de l'école et que l'entrée est interdite. Yixiao, sans écouter l'homme, franchit la clôture, le repoussant, l'un des hommes se tord la jambe et tombe au sol. La clôture s'ouvre depuis les murs sur les côtés. À ce moment, une boule géante d'essence verte s'élève dans le ciel, Yixiao s'arrête et se couvre le visage avec ses mains, les ouvriers étaient également perdus quant à ce qu'ils voyaient maintenant. Yixiao, se tenant au mur, est surpris de voir Xiao Qian, Yixiao s'est envolé dans le ciel, et autour d'elle, tous les gens qui se tenaient à proximité se sont levés en criant, le travailleur qui refuse d'aider rampe sur le côté. Un homme se couvre le visage du vent fort, il était également effrayé par ce qu'il voyait. Le brigadier, toujours dans le ciel, demande à les épargner, Kun, essayant de sortir de la tornade des gens, demande aux personnes ci-dessous de l'aider. Les pierres de l'école détruites sont également aspirées par la tornade, Kun ajoute qu'il a beaucoup d'argent et qu'il donnera tout s'il est libéré. L'une des pierres s'envole du courant d'air, rebondissant dans la voie de Yixiao, faisant tomber la jeune fille au sol. Kun, les larmes aux yeux, demande à être libéré, affirmant qu'il compensera généreusement la mort de Ning. Xiao s'y intéressait peu, elle décide d'en finir en attirant vers elle tout ce qui est dans l'air. Les hommes commencent à être attirés les uns par les autres de toute leur force, les pierres autour d'eux tournent encore sous le vent fort, mais Xiao était déterminée, de sa main griffue, elle continuait à torturer les gens, se dire le nom de Ning Shen. Elle prévoyait de terminer tout cela rapidement et de rejoindre Ning. Il y avait une douleur intense dans ses yeux. Une énorme main dans une lueur verte serre brusquement tout dans la tornade. Il y eut un fort craquement, rendant tout autour de Xiao noir et rouge, au centre de tout cela, la silhouette d'une jeune fille était visible. Yixiao était allongée à l'entrée principale, des gouttes de liquide noir tombant à côté de la jeune fille. La jeune fille était inconsciente, des gouttes de liquide continuaient de tomber du ciel et sur la chemise de Yixiao. À ce moment, Son arrive rapidement en s'approchant du corps inconscient de Yixiao, il était très préoccupé par l'état de sa petite amie. Avec Yixiao dans ses bras, il se dirige vers un endroit sûr, il était content que la fille aille bien et il a réussi à l'aider. Plaçant la jeune fille près du mur,
il lui demande d'attendre un peu le temps de comprendre la situation. Sortant son bâton, entouré d'une lueur violette, il se tient face à Xiao. Le système ajoute que Xiao Qian est un extraterrestre de la dimension Liao. Le système était scandalisé que Son n'ait pas immédiatement décidé d'attaquer. Elle pensait que des innocents avaient été tués et qu'il devait détruire l'extraterrestre le plus rapidement possible. Sun, mettant son masque de chat, ne savait pas comment en était arrivé là, car elle est la petite amie de Ning Shen. Le système arrête immédiatement le gars de telle pensée. Il est dirigé par un extraterrestre et est assez dangereux pour les gens ordinaires, ce avec quoi Sun est d'accord. Le soleil se lève dans le ciel avec un léger mouvement. Il prévoyait d'intercepter l'extraterrestre le plus rapidement possible et de s'en occuper. Sautant par-dessus les décombres des bâtiments voisins, il grimpe derrière Xiao. Ses pensées étaient d'éviter des pertes encore plus importantes de la part de cet extraterrestre. Xiao, se rapprochant le plus possible, lance son bâton vers la jeune fille de toutes ses forces. Xiao, les yeux tachés de larmes, ne prêtait même pas attention à Sun, elle s'en fichait après tout ça. Sun remarque le visage de la jeune fille du coin de l'œil, il ne comprenait pas ce qu'il voyait maintenant. Assez surpris, il réalisa que c'étaient les larmes de Xiao. Sun essaie de s'arrêter à 1 centimètre de Xiao, car il en est incapable. Sun parvient à emporter le bâton, frappant seulement légèrement Xiao. La jeune fille a été choquée par un tel coup. Cela fait disparaître une lueur verte autour de Xiao et elle-même tombe au sol. Le soleil se pose à côté de la jeune fille. Le système était indigné que Sun s'arrête, car c'était la seule chance de détruire un ennemi aussi sérieux d'un seul coup. Sun, avec un visage sérieux, estime qu'il a fait le bon choix, car il n'est pas une machine, mais une personne et veut comprendre cette situation. Xiao était assis au pied de Sun avec un visage plutôt perdu. Le gars essaie de découvrir ce qui s'est passé et pourquoi elle l'a fait. Xiao, regardant Sun, décide de lui dire qu'il le connaît, car Ning Shen lui avait déjà montré une photo de lui. Avec un sourire, elle ajoute que Ning était une bonne personne. Après avoir changé de visage, la jeune fille recommence à pleurer, car elle était déçue par les gens à cause de la mort de son bien-aimé. Sun, le visage bouleversé, décide de découvrir où se trouve actuellement le corps de Ning Shen. À cette époque, le ciel devient très nuageux et de fortes pluies commencent. Xiao tenant la tête de Nina sur ses genoux pleure le corps de son bien-aimé. Le système décide de soutenir Sun en lui présentant ses condoléances. Elle ajoute que malheureusement ils n'ont pas de pilule qui puisse ramener une personne de l'autre monde. Continuant à pleurer, Xiao ajoute que Ning n'a pas tenu sa promesse et qu'ils ne se sont pas mariés, et maintenant elle n'a plus personne à qui s'occuper. En posant sa main sur le visage de Nina, elle se souvient de la façon dont elle l'a rencontré. Pour elle, c'était la meilleure personne des 500 dernières années. Les yeux de Sun devinrent également humides, il se reprocha ce qui s'était passé, le gars ne pouvait pas croire qu'il pouvait permettre que cela se produise sous son nez. Tournant la tête sans montrer de larmes, Sun demande à Xiao s'il peut aider la fille d'une manière ou d'une autre. Xiao répond brièvement que non, ses ongles redeviennent des griffes. Elle ajoute qu'elle finira cela elle-même en étendant ses griffes jusqu'à son cou. Sun, entendant cela, se tourne immédiatement vers Xiao, il essaie d'empêcher cela, mais n'a pas le temps. Les enfants à proximité essaient, en pleurant, de comprendre ce que fait la jeune fille en ce moment. Xiao tombe sans âme à côté de Ning, on pouvait voir un sourire sur son visage. Xiao réfléchit une dernière fois au fait qu'elle peut désormais être avec lui pour toujours. Sur le mur, il y a une inscription indiquant qu'une école est en construction et, en arrière-plan, la construction d'une nouvelle école bat son plein. Il y a une tombe sous un arbre solitaire près de la clôture de l'école, Sun et Xiao se tiennent en face d'elle. La jeune fille dépose des fleurs sur la tombe, les initiales de Ning Shen et Xiao Qian y sont visibles. La fille au visage triste suppose qu'ils sont là ensemble et heureux. Sun ajoute qu'il pense la même chose, il y avait une pensée dans sa tête que maintenant Xiao était également en danger. Sun, au visage sérieux, croit qu'il protégera sa petite amie à tout prix. À ce moment-là, ils se prennent fermement la main. Xiao invite Sun à venir dîner chez elle parce que sa mère veut depuis longtemps rencontrer un homme. Sun était gêné par cette proposition, ajoutant qu'il devait partir travailler. Sun pensait dans son esprit qu'il devait devenir plus fort le plus rapidement possible et la protéger ainsi que ses proches. Le couple se dirige lentement vers la sortie. Le système, étant à proximité, estime que les gens sont assez stupides et émotifs, et qu'ils meurent également assez rapidement. Après la mort de Ning Cheng et Xiao Qin, Sun a quitté le village. Il voulait devenir capable de défendre Xiao et de la protéger du danger. Par la suite, Sun a commencé à accomplir toutes les tâches visant à détruire le mal. À Tokyo, il a détruit l'extraterrestre à l'aide d'une épée. À New York, Sun a abattu un singe géant d'un puissant coup de poing. Après avoir visité Shanshan, il a résolu les problèmes de protection de la nature. Se faisant passer pour une divinité, Sun punit un ouvrier pour avoir laissé sa scie tourner. L'ouvrier demande grâce en larmes. Au cours d'une si longue période d'accomplissement de tâches, un grand nombre de récompenses se sont accumulées à sa disposition et ses compétences avec une épée et une lance se sont considérablement améliorées. Sun a également fait de grands progrès dans la branche amélioration du système, le niveau de cultivation était aussi élevé que la disparition sans laisser de traces. En plus de tout ce qui précède,
Sun était surnommé le maître de la lance et devint très populaire, des fan clubs ont même commencé à apparaître en son honneur. Mais il y avait un inconvénient à une telle renommée, en raison de sa popularité, les gens ont commencé à vendre massivement des produits à son image. Sun a vraiment aimé cette attention et cela l'a grandement influencé, il a commencé à devenir quelque peu arrogant. Debout sur le balcon d'un des gratte-ciel, il comprit dans ses pensées que derrière son image étonnante se cachait un homme ordinaire ayant accès au code de la vie. Sur fond de soleil, on peut voir une main dans un gant doré avec 5 pierres différentes à chaque doigt. Un homme violet était assis sur le toit de l'un des nombreux bâtiments, il se plaignait des gens faibles et du fait que pour lui, ce n'était qu'un autre monde monotone. Sun se tenait au coin de la rue, prêt à agir, le système était également prêt à faire face à toute issue des événements. Les mains dans les poches, Sun s'approche lentement de l'homme, le gars décide de demander pourquoi le destructeur considère la vie des gens ennuyeuse, car sa vie n'en a pas moins de sens. Le destructeur tourne la tête vers Suna avec surprise, il était étonné que quelqu'un le connaisse dans ce monde, l'homme a essayé de découvrir de quelle coalition appartenait Sun, le système remarque qu'il s'agit d'un destroyer d'une planète violette avec un niveau S. Il plisse les yeux et déclare qu'il ne se soucie pas vraiment de savoir qui est réellement Sun. Avec un sourire, il montre sa main avec un énorme gant, il ajoute qu'il va bientôt détruire ce monde en un claquement de doigts. Immédiatement, le destroyer claque des doigts, s'attendant à l'effet habituel de cette action. Les gens en dessous de la maison continuent de prendre des photos. Le chat passe sans réagir. Le destructeur fut choqué que rien ne se soit produit. La question dans son esprit était de savoir comment cela pouvait se produire. Sun se tenait calmement derrière lui. Le destructeur clique avec colère encore quelques fois, il était étonné d'avoir passé beaucoup de temps sur ces pierres, mais rien ne se passait. Encore une fois, en claquant des doigts, le gant commence à se briser, car ce n'était qu'un analogue bon marché. Sun, regardant le destroyer, décide de montrer son gant, il demande si l'homme parlait de ces pierres. Imperturbable, Sun ajoute que le gant peut effectuer n'importe quelle tâche et qu'il est toujours meilleur que son système défectueux. Le destructeur regarde le gars avec un regard fâché, il était mécontent d'être devant lui. À ce moment-là, le destroyer bondit et attaque le gars en criant. Sun, disant qu'il est temps pour le destroyer de rentrer chez lui, claque des doigts. Cela arrête le poing du destroyer à mi-chemin et le corps de l'homme s'effondre lentement. Il ne comprenait pas comment cela était possible, tout en se rappelant que récemment, une fille lui avait demandé de prendre une photo avec lui. Le destructeur prend une photo insouciante avec Song Yishen, habillé en fille. Avec des cris, le destroyer disparaît complètement, disparaissant dans le ciel, le soleil se tient en face et regarde cela. Le système ne savait pas comment Sun avait réussi à le forcer à enlever le gant du destroyer. Sun ajoute qu'il existe une faiblesse à laquelle aucun homme ne peut résister. Enlevant ses cils et les jetant par terre, Sun se dirige lentement vers la sortie du toit. De retour à la maison, Sun décide de se détendre et de prendre une longue pause dans ses soucis quotidiens. Allongé sur le canapé, Sun décide de contacter le système pour clarifier de quel type de récompense inhabituelle il s'agissait. Avec une forte lueur, le système suggère d'entrer dans la branche développement. Sun, étant à l'intérieur du système, se demande pourquoi tout ce mystère et pour lequel il reçoit immédiatement la réponse que le gars ne sait pas tout ce qui est caché dans le système. Le système décide d'expliquer où va toute l'énergie reçue de chaque extraterrestre détruit. Sun note tout dans un cahier, il est surpris par cette tournure. Jetant brusquement le cahier, Sun demande avec colère d'en finir et de raconter enfin l'essence de tout cela. Le système, accompagné de confettis et d'autres points forts, annonce qu'il est passé à un nouveau niveau et qu'il dispose désormais de nouvelles capacités. Après avoir dissipé le brouillard, une énorme machine rose avec des jouets apparaît devant les yeux de Sun, le gars s'en approche avec surprise. Sun met ses mains sur la vitre et veut jouer à cette machine, derrière la vitre on peut apercevoir divers objets étranges rappelant des reliques. Le système explique que le gars doit scanner son empreinte digitale et que 100 000 seront facturés pour un jeu, Sun ne comprend pas pourquoi il doit payer pour ce jeu. Avec un sourire malicieux, il ajouta que c'était trop bon marché pour payer son statut. Le système demande également au gars de lever la tête et de regarder autour de lui plus attentivement, le gars lève la tête, surpris. Un immense gratte-ciel se dresse devant les yeux de Sun, le gars a été surpris par un tel bâtiment dans le système et n'a pas compris à quoi il servait. À l'entrée de la tour, le gars lit que c'est la tour des héros. En entrant, le système explique que le premier étage est une salle de stockage où se trouvent toutes ses armes, le système appelle cet étage l'étage d'exposition, ajoutant que les centaines d'étages restants sont réservés aux extraterrestres soumis Suna. Sun décide de préciser qu'il a le pouvoir de prendre le contrôle des extraterrestres. À cela, le système explique que les extraterrestres qui se soumettent peuvent devenir ses assistants. Dans le monde extérieur, ils ne bouleversent pas l'équilibre, car ils sont dans cette tour. Se tenant la tête, Sun pense que s'il l'avait su plus tôt, il n'aurait pas tué le destroyer, car il était assez fort et aurait fière allure dans sa tour. Le système arrête Suna en ajoutant que tous les extraterrestres ne peuvent pas être maîtrisés. Réalisant que le gars ne s'en souviendra pas de toute façon, il propose d'étudier cela en parallèle avec des exemples précis. Le système regarde autour de lui sans trouver le gars. À ce moment, la machine à l'entrée trembla étrangement.
Sun a déjà commencé à y jouer, essayant d'obtenir la robe céleste, qui ajoute 10 000 à la force et à d'autres aspects. Mais la sphère avec le manteau tombe et heurte le coin, le gars était indigné par la perte de la lunette. Sun a continué à jouer pendant assez longtemps, provoquant la formation d'un grand nombre de choses différentes autour de ses pieds, mais le gars était toujours indigné de ne pas pouvoir obtenir le peignoir. Dans le monde réel, le gars se contentait de remuer les mains, marmonnant quelque chose dans sa barbe, quelqu'un essaie d'appeler le téléphone du gars. Cette fois, il a eu de la chance et le manteau s'est retrouvé au bon endroit. Fou de joie, le gars se met à crier, croyant que cette journée n'a pas été vaine, le téléphone continuait de sonner à ce moment-là. Sun prête attention au téléphone posé à côté de lui. En décrochant le téléphone, le gars appelle son interlocuteur le gros Chan, lui demandant ce qu'il fait. Sun parle au téléphone avec un sourire, il remarque que son ami Chan veut se lancer en affaires et y dépenser tout son argent. En se curant le nez, le gros homme est heureux qu'aujourd'hui les principales stars du futur film soient présentes dans son programme, mais il pense toujours qu'il peut y aller seul. Se couvrant le visage, Sun pense que c'est une affaire sérieuse pour lui. Le gars décide donc d'y aller avec lui. La première prise du film commence sur le plateau. Une fille en robe marche entre le matériel photographique, commençant lentement à enlever sa robe. À ce moment, une femme de l'équipe de tournage arrive en courant, elle est surprise que Suo soit devant elle, car elle est déjà en train de filmer. La fille est également surprise, car elle vient d'arriver sur le plateau, la femme ne sait pas quoi répondre à l'actrice. En arrivant sur le plateau, tout le monde filme la scène de la salle de bain, le réalisateur et toute l'équipe du film s'affairent autour de la salle de bain. Un homme aux cheveux violets est assis dans la salle de bain, ne se doutant de rien, il a continué à se laver. L'homme décide de se retourner, se demandant où il a bien pu atterrir, cela l'a beaucoup surpris. La femme et l'actrice ont été surprises de voir à quel point la fille dans la salle de bain était belle, elles n'en croyaient pas leurs yeux. Le caméraman tente d'expliquer au réalisateur qu'il a commis une erreur, mais l'homme l'ignore. Le réalisateur demande de pointer toutes les caméras et de continuer le tournage, ainsi que de pointer toute la lumière sur elle, il était satisfait de cette scène. Un homme dans la salle de bain se protège de la forte lumière avec sa main. À ce moment, il décide de se mettre debout de toute sa hauteur. L'équipe du film et l'actrice ont été surprises par ce spectacle, le réalisateur ouvre la bouche et déclare que cela est contraire à toutes les lois de la nature. Un homme au visage sérieux explique pourquoi ils sont tous ici et s'ils veulent tuer, il se fait appeler leur Lanling et demande à connaître leur nom. Le réalisateur a été surpris par cette déclaration sur les tueurs, le scénariste ajoute qu'ils n'ont rien de tel, le reste de l'équipage est toujours incrédule. Le réalisateur se met soudain à applaudir et dit que c'est un merveilleux travail d'acteur. Pointant du doigt Lan, il déclare qu'il participera à son prochain film et assumera le rôle masculin principal. Lan ne comprenait pas de quoi parlait le réalisateur et de quel genre de rôle il s'agissait. Sur les réseaux sociaux, les réseaux ont déjà annoncé un nouveau film, un joli sourire sur la couverture de l'Anya. Lan est apparu de manière inattendue pour tout le monde et a instantanément conquis le cœur de millions de fans en présentant d'autres projets. En passant devant une foule dans la ville de Anshan, des filles ont salué l'homme par son nom, déclarant également qu'elles l'aimaient. Les filles ont montré leurs affiches et se sont réjouies de la présence de Lan, mais le gars n'a pas partagé des sentiments aussi chaleureux avec la foule. Lan dit publiquement que les gens devraient travailler davantage en cultivant les champs ou en restant à la maison avec leurs enfants, ce à quoi le public réagit avec approbation et le soutien. L'un des assistants de Lan déclare que les investisseurs arriveront ce jour-là et qu'il devra assister à la réunion, le gars n'était pas très content de cette situation. La biche s'écarte en silence, son assistant dit au revoir au public, ajoutant que c'est matière à réflexion, la foule a continué à soutenir la star de cinéma. L'assistant répétera que Lan doit rencontrer des investisseurs, la biche avait envie de rentrer dans ses pensées, car il en avait déjà marre de ce monde. La jeune fille, se couvrant d'une casquette, déclare que Doling est son fiancé et qu'ils se reverront certainement. À ce moment, une limousine arrive à l'entrée d'où Chan sort. Sun, debout à côté de son ami, déclare qu'il a l'air d'un gars très sérieux. Sun suppose que son gros ami a décidé d'investir uniquement parce qu'il y a beaucoup de belles actrices dans le film. Chan déclare immédiatement qu'il s'agit d'un film sérieux et qu'il n'y a que des stars sérieuses, même celles de soutien. Selon Sun, tout ce complexe a été construit juste pour un seul film, l'un des ouvriers invite Chan à le suivre. À l'entrée, ils sont accueillis par un producteur à l'apparence assez extraordinaire, de Jizen. Le producteur demande à la jeune fille de rencontrer Chan, le gros homme était enthousiasmé par ça. Les filles entendent cela et saluent gentiment Chan. Le gros homme rougit un peu, il balbutia de la même manière et demanda à rencontrer son ami proche Sun. Chan montre avec sa main l'endroit où Sun se tenait il y a une seconde, mais il n'était plus là. L'une des filles invite Chan à jouer dans l'un des rôles de Kame, le producteur soutient cette idée et déclare qu'il va tout arranger. À ce moment-là, Sun passe derrière le décor, vérifiant auprès du système s'il a définitivement remarqué l'extraterrestre et d'où il aurait pu venir d'ici. Le système le confirme en ajoutant que Song devrait présenter le cadran et regarder à 2 heures. Lan se tenait devant les yeux de Sun, caressant un cheval blanc, le gars demande au système s'il le regarde. La biche,
continuant à caresser le cheval, dit qu'elle le comprend et qu'elle veut aussi quitter cet endroit. Sun, regardant Lan, pense qu'il ne ressemble pas à un méchant ni même à une personne problématique. Le système commence à laisser entendre que c'est pourquoi le but de la tâche n'est pas d'éliminer. Sun, comprenant l'allusion, est inspiré, il veut également soumettre cet extraterrestre. Le gars veut ajouter à sa collection et faire revivre sa tour infinie de héros. À cette époque, les filles prennent des photos avec le gros homme. Chan en voulait en priver à Sun de l'avoir abandonné. Chan remarque Sun et est surpris que parmi le grand nombre de femmes, il s'intéresse à un homme. Sun s'approche de Lan avec un sourire, lui demandant de s'éloigner et de parler en privé. L'assistant déclare qu'il s'agit de l'ami de M. Chan et que Lan devrait être plus poli avec lui. À ce moment, l'assistant retire également le masque du visage de Lan. Sun remarque à quel point le visage de Lan est beau, notant qu'il est beaucoup plus beau que n'importe quel acteur ayant subi beaucoup de chirurgie plastique. Lan se demande ce que Sun attendait de lui. L'assistant ajoute qu'il les quitte pour une communication personnelle. Sun était toujours étonné par une telle beauté. Sun, se tenant le menton, se rend compte qu'il s'agit du dirigeant Lan Ling. Sun, gêné, se rend compte qu'ils sont très semblables car lui aussi préfère travailler avec un masque. Sun se montre du doigt avec un visage confiant, il déclare qu'il devrait désormais être avec lui. Dans la tête de Lan, il y avait un gars devant lui qui lui proposait d'être avec lui et de faire de lui une star encore plus grande. La biche, la tête baissée, comprenait déjà quel genre de personne l'entourait. Dans ce monde, il a compris qu'il s'agissait d'un producteur typique qui voulait faire de lui une star. Sun, sans chercher à tout expliquer, déclare que désormais Lan pourra vivre dans sa tour sans fin de héros et utiliser n'importe quelle arme. Après tout, un tel guerrier devrait être avec lui et faire ses preuves en tant que guerrier. Des veines de colère ont commencé à apparaître sur le front de Lan. Il l'a pris comme un réalisateur lui proposant de vivre dans une maison chère et de lui fournir des jouets. Le système, se rendant compte que cela baisse désespérément la tête, Lan brûlait de colère à côté de Sun. Sun termine avec un sourire, lui demandant s'il est d'accord. Une aura flamboyante se forme autour de Lan. Il exige que le gars ferme la bouche. Très en colère, il déclare qu'il va arracher la langue de Sunwo pour ses propos. Le front de Lan était couvert de veines et il y avait une intense colère dans ses yeux. Sun ne s'arrête pas et pose sa main sur l'épaule de Lan. Le gars lui demande s'il aime sa proposition et s'il veut voir cette tour en premier. La biche serre le poing pour se retenir. Lan saisit fermement le poignet de Sun et le jette de toutes ses forces. Sun est très surpris, il est déjà en l'air. La biche soulève le gars avec colère au-dessus de sa tête. Lan le jette sur le côté, mais Sun parvient à faire quelque chose de gras et à atterrir sur ses pieds devant l'homme. Sun accepte le défi et se met en position de combat. Il propose de vérifier qui a le meilleur kung-fu. Lan était surpris que Sun soit familier avec les arts martiaux. Embarrassé, Lan décide de découvrir pourquoi, au lieu de défendre sa patrie, le gars lui propose des choses aussi ignobles. Lan tourne le dos à Sun et lui fait un doigt d'honneur. Sun regarde l'homme d'un air interrogateur. Toujours en position de combat, il se demande pourquoi il vient de partir. Le système soupire langoureusement. À l'aide d'un porte-voix, l'un des employés annonce que tous les acteurs doivent se rendre à la loge et commencer les préparatifs. Il y avait de l'agitation sur le plateau, tout le monde se préparait activement pour le tournage. L'homme ajoute que la prochaine scène va bientôt commencer. Une des filles prend la main de Sun, elle demande au gars de ne pas se gêner, car tout le monde a déjà pris sa place et il va devoir décoller. L'homme explique le rôle de Sun, qu'il jouera l'un des commandants en chef de la défense de la ville, en montrant du doigt où il doit se tenir. À ce moment-là, la jeune fille touche le visage du mec, surprise de la qualité de sa peau. Chang soutient Sun, lui demandant de ne pas perdre la défense de la ville. Le même producteur marche à côté de lui en agitant la main. Sun était indigné par cela, traitant Chan de gros homme. Il ne voulait pas jouer dans cette pièce. Le début de la première scène est annoncé, les acteurs commencent les préparatifs pour la défense de la ville. Sun, s'étant habitué à ce rôle, se tenait avec confiance sur le mur de pierre, sa tenue consistait en une armure avec des épaulettes dorées et une cape rouge sang. Sun sourit, il se souvenait de ses répliques, il avait confiance en ses capacités, car protéger la ville était plus important pour lui que la vie. Une armée ennemie avec une nombreuse cavalerie s'approche de l'entrée du château. À la tête de toute l'armée se trouvait Lan. Le gars comprit que son ennemi était le personnage principal. Sun savait qu'il devrait perdre et déposer son arme. La seule fonction de son personnage était de réaliser tout le potentiel du protagoniste. En se curant le nez, le gars a trouvé ça très pathétique. Les acteurs qui se tenaient à proximité ne savaient pas de quoi Sun parlait. La femme assise à côté de lui souligne que leur mur était très joliment réalisé. La femme ajoute qu'elle n'a besoin que d'un seul côté, économisant ainsi la majeure partie de l'argent. Chan a seulement observé le paysage et le dos de Sun. Chan ne savait pas que c'était Sun, il se demandait s'il était offensé par cette aventure. À ce moment, Lan et sa cavalerie s'approchaient de la porte principale, l'homme avait un masque sur le visage. Le réalisateur se place devant les acteurs et leur dit que, sur son ordre, tout le monde doit lancer l'attaque et suivre Lan. La fille qui se tenait à côté de lui dit doucement qu'elle était très proche de Lan, le gars ne réagit pas du tout à ça.
La jeune fille sort son téléphone rose et commence à le filmer par derrière, elle prévoyait de s'asseoir à la même table avec lui lors d'un rendez-vous. À ce moment-là, le réalisateur s'approche d'elle et crie haut et fort aux acteurs d'être plus professionnels et de ranger leur téléphone. Le gars demande si la fille sait même monter à cheval et si elle ne va pas gâcher la prise. La jeune fille demande avec colère de la laisser tranquille et de continuer le tournage. La jeune fille affirme qu'il n'y a rien de difficile dans l'équitation, car elle l'a vu plusieurs fois à la télévision. L'homme demande à tous les acteurs de se préparer pour le tournage, après quoi toute la foule se rapproche. Après le départ, tous les chevaux se mettent soudain à courir vers le château. Sun, habitué à son rôle, demande à ses subordonnés de fermer la porte principale et de préparer les archers. L'une des personnes qui se trouvait à proximité lui fit signe de s'en aller. Des préparatifs ont lieu sur le mur. Sun regarde la cavalerie de l'encourir avec un visage sérieux. À ce moment, le visage de Sun change et il regarde avec surprise ce qui se passe au milieu de la foule. L'acteur qui se tenait à côté de lui ne comprenait pas quoi faire. Le réalisateur derrière l'écran a été indigné par les actions de Sun, demandant à l'acteur de ne pas exagérer. À ce moment, un autre assistant arrive en courant et demande de prêter attention au problème. Le réalisateur se retourne avec indignation et d'autres personnes derrière les moniteurs le suivent. Au centre de la cavalerie, le cheval d'une jeune fille donne un coup de pied, lui faisant perdre le contrôle. Dans un immense flot de figurants, elle tombe de cheval. La biche entend l'homme tomber, c'est pourquoi elle y prête attention. Il saute de cheval et court rapidement vers la jeune fille. Les acteurs ne savaient pas ce qui se passait sur le plateau. La biche se pose à côté de la jeune fille blessée et la regarde. Prenant la jeune fille par la tête, il l'a examinée pour déceler ses blessures. À ses yeux, Lan était un héros qui demande à la fille si elle va bien. La jeune fille, perdue dans ses rêveries, estime que c'est le meilleur moment de sa vie. La jeune fille rougit, la biche, pensant qu'elle est en ordre, le jette sur le cheval voisin. Il remarque également que le cheval de la jeune fille s'est coincé dans les décorations, ce qui lui a valu de violents coups de pied. La biche rattrape son cheval et se dirige rapidement vers ce cheval, il ordonne aux autres de se disperser au plus vite. Les acteurs ne savaient pas ce qui se passait et quel genre de son ils entendaient maintenant. À ce moment, le mur commence lentement à se fissurer. Les gens au sommet commencent à paniquer, car les fissures ont déjà atteint leur part. Tirant son épée, la biche atteint presque le cheval attrapé. La biche parvient à couper le mort, libérant ainsi le cheval enragé. Il tourne la tête, les gens fuyaient le mur en ruine, effrayés. Sur son cheval, il parvient à s'éloigner du paysage en chute libre. Le mur tombait rapidement sur la foule confuse, les gens ne savaient que faire. Le réalisateur tenait sa tête dans ses mains et croyait que c'était la fin pour eux et que rien ne les aiderait. Chan essaie de percer les gens derrière son ami, le réalisateur s'est couvert le visage avec ses mains, essayant de ne pas regarder toute cette horreur. Chan pleure parce que son ami vient de cesser d'être pauvre, l'écrivain et producteur remarque une étrange ombre dans le ciel. Chan ouvre les yeux et remarque également cet étrange homme se dirigeant vers le mur. Les personnes en sécurité pensaient que c'était Superman qui sauvait la foule. Chan y voit encore de l'espoir, en larmes, qualifiant l'inconnu de super-héros domestique. C'était Sun et il ne pouvait pas être plus heureux d'avoir pris ce même manteau céleste. Avec des mouvements légers, il parvient à attacher tous les acteurs et à les élever vers le ciel. Il ajoute que sa capacité à voler fait de lui un parfait maître de lance. Lentement, toutes les personnes présentes dans le bâtiment ont atterri en toute sécurité à côté de l'équipe de tournage. Ils étaient heureux d'être sauvés. En revenant au château de Song, une seule touche empêche une destruction supplémentaire du paysage. Song demande à Lan de continuer à évacuer toutes les personnes pendant qu'il tient le mur. La biche, ayant soutenu son sauveur, galope sur son cheval après le reste des victimes. Le système demande à Sun d'arrêter de s'exhiber, car il lui suffira seulement de tenir le mur ainsi pendant quelques secondes. La main de Sun commence progressivement à se contracter. Sun réfléchit rapidement à ce qu'il faut faire dans cette situation. Il prévoyait d'éviter des pertes aussi importantes parmi les acteurs. L'idée lui vient à l'esprit d'utiliser le coup d'évaporation. D'un seul coup, il décide de heurter le mur et de l'évaporer. Il croyait qu'après le coup, il ne resterait plus rien du mur. Il y a un coup violent au milieu du mur, d'où s'élève une grosse boule de poussière. Sun, considérant que tout est prêt, se qualifie en riant de maître de lance pour qu'il n'y a pas de tâches insolubles. Le système crie à Sun de se réveiller, car il n'a rien fait d'utile. La poussière se dissipe et Sun tourne son attention vers le mur. Il y avait un énorme trou dans le mur, mais le mur lui-même continuait de s'effondrer sur la foule. Sun commence à retenir le mur qui tombe de toutes ses forces. Il demande au système de se procurer une pilule de superpuissance, pour laquelle le système commence immédiatement une recherche. Le système applique instantanément les propriétés de la pilule ultra puissante, faisant ressentir à Sun une poussée de puissance énorme. Le soleil se lève au-dessus du mur à une vitesse incroyable. Il frappe le mur avec plusieurs de ses coups de poing pour détruire le mur. Plusieurs pierres tombent encore sur des personnes sans défense, elles n'ont que le temps de crier. À ce moment, la biche arrive et détruit les pierres qui tombent, sauvant ainsi les personnes sans défense. L'homme demande à partir d'ici rapidement et à ne pas paniquer. Sun continue de détruire le mur avec une série de coups, provoquant son effondrement rapide. Sun,
avec un visage sérieux, déclare que c'est sa seule chance et qu'il ne peut pas la gâcher. À cause de coups aussi puissants, d'énormes trous apparaissent partout dans le mur. Les personnes qui s'étaient déjà retirées à une distance suraient été heureuses d'être en vie, exprimant leur gratitude au maître des lances. Ils ont également été surpris que le mur se soit simplement évaporé. Le réalisateur, toujours en pleurs, demande au ciel d'investir davantage dans ses films. Les survivants ne pouvaient pas se lasser de leur salut, ils ont crié des mots de soutien au maître des lances. Sun descend lentement vers la foule portant son masque signature, les gens tendaient les mains vers ses pieds et l'appelaient le maître de la lance. Le système décide de demander à nouveau si le gars est content d'entendre cela, ce à quoi Sun décide de garder le silence. Mais incapable de contenir ses émotions, il rougit et dit qu'il était très heureux d'entendre cela de la part des gens. Le système frappe la tête de Sun, lui demandant quand il envisage d'apprivoiser Lanling. Sun, tenant sa tête, leur rappelle d'être plus poli avec lui, car c'est un héros populaire. Les gens remarquent Lanling venant de l'épaisse fumée. Lanling marchait en tenant 2 autres blessés, il se dirigeait calmement vers la foule. Après les avoir déposés au sol, les gars ne pouvaient pas être plus heureux qu'ils soient encore en vie. Lan s'approche de Sun, les gens comprennent que dans le contexte du maître de lance, ils ont complètement oublié Lanling, mais il n'en a pas moins contribué à sauver les gens. Les filles debout à côté de Chan ne pouvaient s'empêcher d'être émerveillées par la beauté du maître des lances et de Lan. Le visage de Chan change à ce moment-là, il se souvient que tout cela n'a pas d'importance pour lui, après tout, son ami n'a jamais été retrouvé. Chan comprend également que Sun était tout en haut, mais après l'effondrement du château, il ne l'a jamais revu. Chan commence à tout comprendre, ce qui rend son visage encore plus horrifié. Je n'élève pas les filles, que se passe-t-il? Lan comprend également qui est devant lui, c'est pourquoi il traite Sun de gars avec une proposition étrange. Sun remarque que Lan n'est pas une personne stupide et réalise immédiatement qui se trouve exactement devant lui. Lan tend la main à Sun, disant que jusqu'à ce qu'il trouve un moyen de rentrer chez lui, il est prêt à aider à sauver les gens. Suna est touché par cela et les larmes aux yeux, il appelle Lan son frère. Le prenant par l'épaule, il estime qu'ils sont du même sang et qu'ils devraient se serrer les coudes. Après tout, plus le pouvoir est grand, plus la responsabilité est grande. Sun serre fermement la main de son nouvel ami. Levant les mains, Sun ajoute que tant qu'ils travaillent ensemble, l'humanité peut dormir paisiblement. Les gens autour les soutiennent en criant et en applaudissant. Quelque part au fond de la forêt, un inconnu creuse un trou profond, Crow regarde ce qui se passe. Au moment où il se heurte à un étrange obstacle, en enlevant le sol, il observe une caisse en bois. L'homme est descendu et était heureux de l'avoir trouvée, il croyait qu'après tout cela, il deviendrait riche pendant de nombreuses années. Un flux d'énergie violette commence à s'écouler de la boîte en bois, le gars s'écarte, surpris. Le gars ne comprend pas ce qui se passe, il a trouvé cela très étrange, mais il a quand même tendu les mains vers la boîte. Une main à moitié pourrie surgit de la boîte et saisit l'homme à la gorge, l'inconnu n'a même pas le temps de crier. À grande vitesse, l'homme est projeté contre un arbre voisin. Un homme étrange vêtu d'une robe violette sort rapidement du cercueil, il prend l'inconnu à la gorge, il lui demande de s'arrêter et de ne pas le tuer. Un démon inconnu mord la gorge d'un homme, faisant briller ses veines d'une lueur rouge. Quelques minutes plus tard, l'inconnu part sur le côté, laissant l'homme dévasté à côté de l'arbre. La police a immédiatement encerclé la zone, l'un des policiers a traité l'homme de chasseur de trésors, ils n'ont pas compris comment ce meurtre avait eu lieu. Les médecins mettent le mort sur une civière et l'emmènent, une fille qui se tient à proximité rapporte la scène du crime. L'homme se lève brusquement et saute sur la jeune fille en la mordant au cou. Une jeune fille assise chez elle après avoir vu le reportage a été horrifiée par cet événement. Un vieil homme qui passe par là déclare qu'il s'agit d'un zombie ordinaire, la jeune fille ne comprenait pas de quel genre de zombies parlait son grand-père. La jeune fille décide de demander de quel genre de zombie il s'agit, dans ses pensées, elle comprenait déjà qu'elle ne pourrait pas simplement se détendre en rendant visite à son grand-père. Mais grand-père Yann était heureux de cet événement car il avait un tel honneur de faire ses preuves. Sonne et l'enlève la main après avoir sauvé les gens, après le tournage du nouveau film, tous les décors principaux ont été détruits. La foule attendait avec impatience le retour de Lan, mais depuis lors, le gars n'est plus apparu en public. Sun était assis dans sa chambre et regardait un récent reportage, cela ne l'intéressait guère. Sun s'assit calmement sur le canapé et continua à se considérer comme un grand et terrible héros anonyme. Sun commença à rire brusquement, il attendait que le système le récompense pour les événements récents. Dans le contexte de sa tour sans fin, Sun a été promu maître au sommet, il a reçu de nombreuses armures et armes différentes. Un objet inhabituel sous la forme d'un œuf de dragon d'éléphant blanc est également tombé dans sa main, Sun a été surpris par cette récompense. La biche sort de la tour sans fin, saluant Soleil, elle s'intéresse au genre d'objet qu'elle a entre les mains, Sun lui-même ne comprit pas quel genre d'objet il avait, il décida de secouer brusquement l'œuf. Le tremblement commence lentement à casser l'œuf. Sun et Lan furent surpris par cela, car une étrange créature à cornes commença à apparaître devant eux. Devant eux, le bébé dragon éléphant blanc est entièrement éclos. L'animal saute soudainement sur le visage de Sun, ce à quoi il ne s'attendait certainement pas. Sun, lançant la coquille, éloigne l'animal de son visage,
Après quoi il demande à nouveau au système s'il s'agit vraiment d'une récompense. Le gars ne comprenait pas quel avantage pouvait avoir un si petit animal de compagnie. Le système avec un sourire demande au gars d'appeler l'animal par son nom et il verra alors la forme naturelle de l'animal. Sun est d'accord avec cela. Prenant l'animal, il le soulève au-dessus de sa tête avec les mots éléphant-dragon. Après une transformation rapide, l'animal devient 100 fois plus gros, le faisant tomber directement sur Suna. La biche commence à rire de ce tournant, constatant que ce monde a ses propres charmes. Sun ne comprend pas très bien son ami et lui demande de l'aider. Le système soupire que son intercepteur se comporte plutôt étrangement. Dans la plupart des cas, selon lui, les intercepteurs devraient être des hommes calmes et coriaces. Le système ajoute que le comportement de Sun n'est pas du tout similaire à ce qui a été décrit ci-dessus. À ce moment-là, Sun essaie avec force de sortir de dessous l'animal. À ce moment-là, quelqu'un frappe à la porte et essaie d'appeler Yisheng. Yixiao décide d'ouvrir la porte en s'excusant, car elle frappe depuis un certain temps. Yixiao regarde Sun rouler sur le sol en criant qu'il devrait arrêter de jouer devant lui. La jeune fille ne comprenait pas très bien ce qu'elle voyait maintenant. Sun se transforme en pierre de honte, il se rend compte qu'il a oublié son rendez-vous avec sa petite amie Yixiao. Yixiao ferme les yeux de honte, elle ajoute qu'elle n'a rien vu et qu'elle préfère aller préparer à manger dans la cuisine. Sun était déprimé par ce tournant, car il voulait rester un héros à ses yeux. Sun réalise avec un sourire que sa petite amie est la meilleure du monde. À ce moment-là, quelqu'un essaie également d'entrer dans la maison de Sun. Son ami Chan saute soudain vers Sun, en larmes, il était déprimé. Après tout son argent avait été investi dans ce film, et maintenant il n'avait plus rien du tout. Sun permet à Chan de le serrer dans ses bras, en le caressant, il traite Chano de gros, lui demandant de ne pas pleurer pour de telles bagatelles. Le gars était très déprimé. Mais Sun rougit de ce que fait son ami, il exige d'arrêter de lui faire ça. Chan sourit et décide de vérifier ses muscles en passant sa main sur son torse, il observe les pectoraux d'acier. Chan devient convaincu que son ami est le maître de la lance. À ce moment-là, l'on regarde tout, qualifiant cela de diffusion en direct d'une émission de télé-réalité. Étant dans une pièce avec une plage, il se demande pourquoi il regarde ça et où il se trouve. La biche se rend compte qu'elle est dans la tour sans fin depuis plusieurs jours et qu'elle n'a rien fait du tout pendant ce temps. Il se souvient que Sun lui permettait de faire ce qu'il voulait dans ce bâtiment. La biche tire la queue de l'animal par colère, il ajoute qu'il se sent comme un animal en cage. L'animal saute des bras de l'an de douleur, le gars s'excuse pour ses actes tout en tenant toujours son animal par la queue. Le système demande avec colère aux deux de se taire parce qu'ils travaillent maintenant. L'animal se libère et se caresse la queue. La biche, inspirée, se lève et demande si des tâches lui sont confiées. Le système parle des événements récents dans le comté de Xiangxi et du fait qu'un des villages a été attaqué par des zombies, mais il ne peut pas du tout les détecter sur son radar. La biche au regard sérieux laisse entendre que ces zombies ne pourraient pas venir en paix. La biche décide d'aller s'occuper de ces zombies, l'animal le soutient et le poursuit, le système soupire, elle comprend que désormais il devra garder un œil sur plus que Sun. À cette époque, le village de Longchamp était complètement détruit et sans âme, un silence de mort régnait dans le village après les récents événements. Les habitants d'un village voisin ont compris ce qui se passait, ils ont remarqué que même si le village était calme auparavant, ce qui pourrait arriver ici n'était pas clair. L'un des volontaires dit que, selon les rumeurs, cette colonie aurait été attaquée par des zombies et qu'il est peu probable qu'ils puissent aider qui que ce soit. Le reste de la foule soutient l'idée d'un retour. Un gars avec une apparence stupide rappelle qu'ils sont venus avec lui, ce qui signifie qu'ils vont vaincre tous ces zombies. La foule n'a pas été très inspirée par cela, car elle a compris que le gars n'avait qu'une ou. Le gars éclate de rire après une telle déclaration, des bruits humains étranges ont été entendus depuis la maison à côté de laquelle il se trouvait. Après cela, les zombies commencent à émerger des ténèbres. Une seconde plus tard, une foule de zombies se dirigeait déjà vers eux avec des cris déchirants. Les gens étaient très effrayés par un tel spectacle, ils ne comprenaient pas comment ils devraient y faire face. En voyant tout cela, le gars qui veut s'en occuper commence à s'enfuir l'un des premiers. À cette époque, un homme âgé et sa petite fille se dirigeaient vers le domaine de la famille Yang. En marchant dans les rues brisées, la jeune fille se rend compte qu'elle est surprise que leur domaine familial soit si mystérieux. L'homme continue calmement d'avancer. L'homme décide d'ajouter que sa petite fille n'a pas encore découvert leur principal secret. En arrivant devant l'un des vieux bâtiments, un homme âgé s'arrête devant un cercueil. La jeune fille décide de demander à son grand-père pourquoi ils sont venus ici. L'homme montre du doigt, l'invitant à regarder de plus près. L'homme pousse le couvercle du cercueil d'un mouvement puissant de la main, le faisant tomber à proximité. La jeune fille remarque un passage secret à l'intérieur du cercueil, elle est très surprise. L'homme demande à ne pas être laissé pour compte et se dirige rapidement vers le cercueil. La fille n'aimait pas beaucoup ça, elle craignait qu'il fasse très froid là-bas, elle ne comprenait pas ce que son grand-père avait pu garder dans un tel endroit. En descendant l'immense escalier en colimaçon, l'homme dit qu'ils sont enfin arrivés. La jeune fille se tenait le visage et fut très surprise par ce qu'elle vit. Un homme immense recouvert d'un tissu s'ouvrit devant elle, de nombreuses chaînes étaient tendues à ses pieds, le vieil homme s'approche calmement. Il ajoute que pour eux,
C'est une histoire qui dure depuis des siècles, à savoir la lutte contre la malhonnêteté. L'homme ne voulait pas que leur héritage cesse d'exister et aujourd'hui il va initier sa petite fille à ce métier. Ayant pris la cloche, il veut présenter la jeune fille à son assistant, le guerrier mort. Après avoir prononcé le serment, le guerrier mort est recouvert d'une flamme verte et à ce moment-là, les chaînes commencent à s'effondrer lentement. Le même guerrier mort apparaît devant la jeune fille, c'était un homme de 2 mètres en armure rouge, entièrement recouvert de sceaux et de chaînes. La jeune fille était surprise de la taille de l'homme, les yeux de la guerre morte s'illuminent en rouge après tout cela. La jeune fille demande s'il a vraiment été ressuscité, le vieil homme le confirme en ajoutant que désormais il suit même ses ordres et est prêt à vaincre tous les mauvais esprits. La jeune fille, touchant l'armure du guerrier mort, croit qu'ils peuvent l'emmener avec eux et partir en guerre contre une foule de zombies. L'homme ne pourrait pas être plus heureux que sa petite fille ait grandi et soit prête à partir en guerre contre les zombies. Un petit groupe de soldats débarqua à bonne distance du village. À ce stade, les personnes sont divisées en 3 groupes et leur tâche est expliquée. La 3e escouade fut chargée de protéger les survivants, ce dont l'aîné fut surpris. La fille aux cheveux bleus à la tête de toute l'équipe demande à la suivre. Un homme qui a déjà été dans des situations spéciales, les opérations s'indigne qu'il soit dirigé par une jeune fille, car elle pourrait continuer à s'asseoir tranquillement dans le hall du siège de la capitale. La jeune fille qui se tenait au bord de la falaise dans ses pensées était heureuse d'avoir pu visiter cette spéciale opération, elle voulait voir cette même personne. À ce moment, Sun, alors qu'il est à la maison, éternue plusieurs fois, il pense que quelqu'un se souvient de lui. À cette époque, la dévastation règne dans le village lui-même, des corps sans âme de zombifiés marchent dans les rues, plusieurs d'entre eux ont tenté de manger un mort. Plusieurs zombies entendent un bruissement dans une petite maison, ils partent tous rapidement pour découvrir quel est le bruit. Une femme et un enfant se cachaient dans la maison, le garçon, effrayé, décide de demander à sa mère s'ils deviendront pareils aux autres. La femme essaie de rassurer l'enfant en lui disant que s'il reste assis tranquillement, rien ne se passera. En serrant son fils plus près, elle ajoute qu'ils n'ont qu'à attendre le matin. À ce moment-là, leur toit se brise, faisant hurler de peur la femme. Avec un cri déchirant, les zombies tentent d'atteindre la femme, ils étaient assez nombreux. Les zombies ont complètement encerclé la maison et ont presque détruit ses fondations, ceux qui ne pouvaient pas marcher ont essayé de ramper vers leurs victimes. Les morts parviennent à atteindre le dos de la femme, d'où ils commencent à déchirer sa veste, lui grattant le corps. La femme cache l'enfant derrière son corps, le garçon pleure, de nombreuses mains de zombies se tendent vers la femme. Une femme aux yeux tachés de larmes demande de ne pas avoir peur de son fils, car tout ira bien. L'un des zombies franchit le mur derrière la femme et vole rapidement vers elle, essayant de la mordre. À ce moment, une énorme hache vole vers le zombie, avec de légers mouvements de hache, le guerrier mort découpe tous les gens zombifiés à proximité de la maison. En voyant le corps blessé de sa mère, le garçon pleure beaucoup, la femme, en plissant les yeux, comprend aussi la complexité de la situation. Une jeune fille et un homme âgé s'approchent lentement du couple effrayé, ils remarquent des survivants. La fille demande en souriant si le garçon va bien, un homme au visage sérieux regarde le couple. Le garçon, fondant en larmes, tend la main vers la fille, il tente de lui expliquer que sa mère a été blessée. La fille essaie de calmer le garçon en lui disant qu'il est en sécurité et qu'il ne devrait pas s'inquiéter. Derrière le vieil homme se tenait le même guerrier mort. Le guerrier mort tourne son attention vers la jeune fille blessée, ses yeux s'illuminent en rouge en voyant le danger. Le garçon s'éloigne de sa mère en criant, il avait très peur, c'est pourquoi il a continué à pleurer. La fille tapote la tête du garçon, appelant le guerrier par son nom et ajoutant que c'est leur allié et qu'il l'aidera. Le garçon montre sa mère en soulignant ses blessures, la jeune fille était confuse parce qu'elle ne savait pas comment aider la femme. La femme se met à crier fort de douleur, elle se tortille dans une agonie infernale, le garçon essaie de l'appeler. La femme, les larmes aux yeux, regarde son fils pour la dernière fois. Au même instant, ses pupilles disparaissent et se transforment en chair sans âme. À ce moment précis, elle se jette sur son fils, ne comprenant pas du tout ce qu'elle fait. Le vieil homme parvient à réagir en sortant son épée en bois. La fille couvre les yeux du garçon, le faisant crier fort, un homme se précipite à proximité. D'un léger mouvement de la main, il frappe la femme à la tête, la faisant continuer à grogner pendant un certain temps. Son corps commence progressivement à tomber au sol, à la fin elle parvient à sourire à son fils. Le garçon se précipite vers sa mère avec de la douleur dans les yeux, il était très déprimé à ce sujet. Le garçon resta assis à côté de lui pendant un moment, la jeune fille qui se tient à proximité examine silencieusement le reste des morts. La jeune fille décide de demander à son grand-père s'il peut ramener la femme à la vie, puisque l'homme a déjà réussi à prendre le contrôle du guerrier mort, l'homme baisse la tête et répond brièvement qu'il ne peut pas. Elle ajoute également qu'il existe de nombreux niveaux de décomposition des zombies et que la femme appartient au tout premier, ce qui signifie qu'elle ne pourra pas retrouver son esprit, conditionnellement comme un guerrier mort. L'homme va dans la direction opposée, il estime qu'il ne peut plus rien changer. La fille précise ce qu'elle doit faire de l'enfant, l'homme pense que le garçon devrait trouver lui-même un endroit sûr et y attendre. Il ajoute également qu'avec eux, le garçon sera beaucoup plus dangereux, le garçon continue de pleurer sur le corps de sa mère. À ce moment-là,
des inconnus sortent de derrière la maison pour lui demander de leur confier le garçon. La jeune fille les regarde avec surprise. Le commandant Zhao et son escouade se dirigeaient vers la jeune fille. À ce moment-là, Sun et son ami Lin se déplaçaient parmi les arbres. Sun explique avec un sourire qu'ils ont presque atteint le village de Longchamp et il demande également si son ami est fatigué. Lan ajoute, légèrement essoufflé, qu'il n'est pas fatigué, car Sun se déplace assez lentement. Une biche en saut se dit militaire et un tel mouvement était pour lui comme une campagne ordinaire. Sun déclare avec indignation qu'il est trop rapide et qu'en fait il est le héros. Le système volant à proximité déclare qu'il ne peut toujours pas déterminer l'emplacement du chef zombie et que Sun restera très probablement sans récompense. Sun sourit et déclare qu'il ne se soucie pas de la récompense, il veut aider les gens. En approchant de la falaise, Lan appelle Sun, car la bataille a déjà commencé sans eux. Sun, perplexe, rattrape Lan. Sun regarde les militaires et des inconnus combattre les zombies. Sun suppose qu'il s'agit d'une bataille entre les militaires et les sorciers. Le système le corrige et dit qu'il lutte contre un ennemi commun. Mais peu à peu, les goitres plaquent certains survivants contre le mur d'une des maisons. Les militaires déclarent qu'ils sont encerclés et qu'ils ne peuvent plus faire face. La jeune fille continue de tirer sur les zombies et demande à l'un de ses subordonnés quand les secours arriveront. À cela, l'homme déclare qu'il faudra attendre au moins une demi-heure. À cette époque, la jeune fille essaie de riposter avec ses poings. Il lui semble que son grand-père a consacré trop peu de temps à l'entraînement au combat. Le vieil homme lance à nouveau un sort explosif. Il ajoute qu'il ne s'attendait pas à une horde de zombies aussi importante. La jeune fille le regarde d'un air interrogateur. Elle essaie de comprendre ce que voulait dire son grand-père. Un grand-père jette sa petite fille sur l'épaule d'un guerrier mort. Il pense que quelqu'un a renforcé toute la foule de zombies. L'homme sait que les zombies boitants ne deviennent des zombies ambulants que lorsqu'ils ont un chef. Cela inspire le vieil homme, qui déclare que sa petite fille aura bientôt son propre assistant zombie. Le guerrier mort en devint embarrassé. La jeune fille précise si elle a vraiment besoin d'un assistant zombie. À cette époque, dans une des maisons du village, quelqu'un fouille dans les affaires. L'un des zombies l'aide à enfiler sa veste de chef. C'était un zombie doté d'intelligence. Il enfile une veste de motard. Il décide également de mettre une casquette avec des oreilles de Mickey. Le chef zombie Xian Kui se regarde dans le miroir et admire son apparence. À ce moment-là, le toit du bâtiment s'effondre sous le passage d'un éléphant dragon. Le chef Kui était en colère contre un tel manque de respect. Sun exige que l'animal vole plus prudemment. De colère, le chef Kui presse pour serrer les deux têtes des zombies. Les militaires avec le guerrier mort essayaient toujours de combattre la foule de zombies. Un homme âgé dit aux militaires que leur chef est à proximité, mais qu'ils n'ont pas la force de leur résister. Le commandant rappelle qu'il reste un quart d'heure avant les secours, précisant le plan de l'homme. L'homme donne un coup de pied au zombie à la tête, disant qu'il n'a aucun plan, car ils sont encerclés. La jeune fille remarque l'animal de compagnie de Sun. Elle déclare que c'est exactement le genre d'assistante qu'elle aimerait pour elle-même. Tous les survivants remarquent l'animal. Sun demande de ne pas paniquer, car il est venu pour les sauver et résoudre ce problème. Sun s'excuse d'être en retard et lui demande de suivre Lan en sécurité. À ce moment, la biche saute de l'animal. Le commandant remarque Sun et se rend compte que c'est la personne qu'elle recherchait. Sun, avec un visage sérieux, déclare qu'il s'occupera de tout cela lui-même. La biche dans les airs déclare qu'elle est née pour le combat. Il avait le même masque sur le visage. Tous les survivants déclarent qu'An est très beau et le guerrier mort apprécie l'apparence de l'homme. Sun était très furieux parce que Lan a encore une fois gâché toute la situation. Sun pointe du doigt la foule de zombies et exige que l'éléphant dragon les brûle tous en cendres. Après avoir rempli sa bouche d'air, l'éléphant dragon commence à brûler tous les morts qui se trouvent en dessous. Les survivants ont été stupéfaits par une force aussi énorme.